Réveillé par une horrible odeur de pneus brûlés. Peter se réveille. Peter se réveille, réveillé par une horrible odeur de pneus brûlés, laissant une trace de la fumée de fusain, sur le dos de Gabriel. Il se mit alors à marcher dans l'appartement, faisant les 100 pas. Regardant par la fenêtre, il sentait cette horrible odeur de pneus brûlés rentrer à travers l'appartement. Il regardait à la fenêtre et vit alors une femme assise contre le mur. Il vit cette femme assise contre le mur, un visage triste, des yeux bleus presque verts translucides, des yeux bleus, assise contre le mur, le regard triste, les cheveux gras et les cheveux mouillés. Il pleuvait ce matin-là, une pluie agréable et sensible. Il pleuvait d'une pluie agréable et sensible, presque imperceptible et presque invisible. Il pleuvait. Cette jeune femme était assise par terre. À côté d'elle, il y avait des pneus qui brûlaient. À côté d'elle, il y avait des pneus qui brûlaient et à côté d'elle, il y avait une poubelle remplie. La jeune femme avait une seringue en main. Assise par terre, elle me regardait moi. Je la regardais elle. Soudainement, elle me montre son bras avec un garrot accroché. Elle me montre son bras avec un garrot accroché à son bras. Elle me regarde et essaye de me faire signe. Soudainement, elle baisse la tête. Je prends ma toile en main sur mon chevalet et je dévale les escaliers en partant. En partant, je dévale les escaliers en courant dans les escaliers. Je me retrouve devant la porte et je prends la poignée. Je prends la poignée, je prends les clés dans la poche de mon jeans et soudainement j'ouvre la porte. Je sors et je regarde la lumière du soleil qui m'éblouit, mettant ma main au-dessus de mes yeux. Je regarde la lumière qui m'éblouit et je prends ma toile. La prenant sur le côté, je commence à marcher dans la rue. Cette jeune femme m'arrête et me pose quelques questions. Je m'assieds un instant à côté d'elle et elle commence à me poser des questions. Elle me demande ce que j'ai en main, je lui dis que c'est une toile. La jeune femme, avec son regard triste, soudainement émerveillée par le fait que je sois assis à côté d'elle, la jeune femme me regarde et me pose des questions sur la toile. Elle me demande pourquoi est-ce que la toile est comblée de plein de petites lignes horizontales. Elle me demande pourquoi cette toile est comblée de plein de petites lignes horizontales et verticales qui ne sont pas régulières, et je la regarde. Je lui dis que cette toile, c'est une toile blanche à l'encre de Chine, avec plein de petites lignes horizontales et verticales qui ne sont pas régulières, qui s'entrecroisent les unes dans les autres. Elle me regarde d'un regard incertain, ensuite regarde la lumière du soleil qui se reflète derrière moi et derrière la toile que je tiens. Je continue dans la rue sombre et obscure. Quand je continue dans la rue sombre et obscure, j'arrive de l'autre côté. Je regarde les voitures sur le bord. Sur le bord de la route, je regarde les voitures et je continue à marcher. Je me souviens encore des premiers instants que j'ai passés à côté de Gabriel ce matin. Je me souviens des premiers instants en marchant dans la rue que j'ai passé avec Gabriel ce matin. Je me suis levé, j'ai posé les pieds par terre, j'ai mis le premier jeans que j'ai vu juste devant moi, sur le bureau. J'ai vu son PC en train de charger sur le bureau blanc, et j'ai mis le premier jeans que j'ai vu, qui était plié juste à côté. J'ai mis le premier t-shirt blanc que j'ai vu dans l'armoire, sur un cintre, accroché à la rambarde. Accroché à la rambarde, j'ai mis le premier t-shirt blanc que j'ai vu, accroché à un cintre. Je l'ai pris, je l'ai mis. Ensuite, j'ai rangé le PC de Gabriel. J'ai rangé le PC de Gabriel dans sa trousse, dans sa poche. Dans la trousse en cuir de Gabriel, j'ai rangé son PC. J'ai posé le chargeur en dessous. En dessous, j'ai posé le chargeur dans l'armoire. Il y avait une petite armoire en dessous. Je l'ai ouvert, j'ai tiré le tiroir et j'ai posé soigneusement les câbles à l'intérieur. J'ai déposé son PC rangé dans la trousse en cuir noir, juste sur la table blanche devant. Je l'ai laissé dormir avec une trace de fumée de fusain sur le dos, et ensuite je suis parti avec ma toile. Je l'ai prise délicatement du chevalet, et quand je suis arrivé à la galerie d'art, Aaron, mon patron, m'a regardé. Déposant la toile par terre, ils l'examinèrent pendant un long instant. Pendant un long instant, ils examinèrent la toile et tournèrent autour comme si c'était un chef-d'œuvre. Comme si c'était un chef-d'œuvre et qu'il en était déjà sûr, ils tournaient autour de la toile. Ils la regardaient instinctivement. De temps en temps, ils levaient la tête et baissaient la tête pour me regarder moi. Je souriais à chaque fois qu'ils me regardaient. Je tenais la toile par les deux côtés, à gauche et à droite, aux extrémités en haut.
Il me regarde et soudainement, il me dit que cette toile est magnifique. Il m'explique, épanoui par la beauté de ma toile, il m'explique qu'il va l'accrocher et qu'il attendra que quelqu'un vienne la chercher. Je repars, content, et je ferme la porte derrière moi en lançant un regard à Aaron. Gabriel se lève ce matin-là, ébloui par la lumière sur le côté de la fenêtre. Sur le côté de la fenêtre, ébloui par la lumière, il s'assied sur la chaise et regarde. Il regarde instinctivement et soigneusement son bureau. Partout, à chaque angle sur les côtés, il regarde alors son bureau. Il retire un post-it qui était placé sur le côté, sur lequel il est écrit « Bisous, je suis parti, j'ai rangé ton PC ». Il le prend et le regarde. Il est écrit « Bisous, je suis parti, j'ai rangé ton PC ». Alors qu'il se réveille, il regarde par la fenêtre. Il regarde par la fenêtre et il ne voit que la circulation, les voitures qui roulent et les gens qui marchent dans la rue. Il ne voit que les gens qui marchent dans la rue, la circulation et les personnes qui sont en train de marcher. Rien d'autre que ça. Les affiches et les banderoles qui s'allument, qui s'éclairent. Les néons un peu partout. Et les magasins qui s'ouvrent. Il se réveille, s'étire et prend alors le premier jeans qu'il trouve dans l'armoire. Il prend le premier jeans qu'il trouve dans l'armoire et regarde le premier magasin qui s'ouvre devant lui. La grille s'ouvre et se lève. L'affiche sur le côté s'éclaire. La banderole tombe. La banderole tombe, l'affiche s'éclaire sur le côté, le magasin est allumé, est ouvert. À l'intérieur, les personnes rentrent et ils voient le patron accueillir la première personne, le premier client. Le patron et les employés accueillent les premiers clients qui rentrent dans le magasin. Et lui, Gabriel, il se recule un peu à l'intérieur. Se reculant un peu à l'intérieur, il se retrouve alors le dos contre le miroir. Il se retrouve le dos contre le miroir à l'intérieur de l'appartement. À l'intérieur de l'appartement, il se retrouve le dos contre le grand miroir noir. Il y a un grand miroir noir à la dorure blanche. Ce grand miroir noir en bois à la dorure blanche et aux lignes effrontées rouges à la dorure blanche, ce grand miroir noir, il se retrouve contre. Il se regarde dedans, et à cet instant-là, il regarde la poussière qui a été laissée sur son dos. La poussière, la fumée de fusain qui a été laissée sur son dos, il la regarde. Il essaye de l'essuyer avec sa main. Il prend le t-shirt sur le côté, et quand il essaye d'essuyer la fumée de fusain sur son dos, il prend le t-shirt blanc sur le côté. Il le met en réfléchissant. En réfléchissant, en prenant le t-shirt à son bras, en le tenant fermement par le poing, il réfléchit. Et il se dit que s'il met ce t-shirt blanc, peut-être que la fumée de fusain va se retrouver sur le t-shirt. À cet instant-là, il met le t-shirt sans réfléchir. Quand il met le t-shirt sans réfléchir, il regarde et se tourne vers le miroir. Aucune fumée, aucune poussière de fusain, rien. Il continue à marcher et commence à s'habiller. Il prend le premier jeans qu'il a vu, il l'enfile, va chercher ses baskets noires sur le côté et commence à marcher dehors. Dehors, il commence à marcher le long de la route. Le long de la route, il commence à marcher dehors et il s'assied sur le côté, avec son t-shirt blanc, son jeans noir. Avec son jeans noir, son t-shirt blanc, ses baskets noires, il s'assied sur le côté et regarde une femme qui vient s'asseoir à côté de lui sur un banc. Une jeune femme vient s'asseoir à côté de lui sur un banc et la regarde. Il regarde attentivement la jeune femme regarde attentivement Gabriel. Gabriel reste là sans bouger avec son jeans noir et avec ses chaussures blanches. Avec ses chaussures blanches en main qu'il avait repris de en haut dans l'appartement. Avec ses chaussures blanches qu'il avait repris en haut dans l'appartement, qu'il tient par les lacets, et ses chaussures noires qu'il a lacées à ses pieds, il s'assied sur le fauteuil. Il s'assied sur un fauteuil abandonné, à l'extérieur. À l'extérieur, il s'assied sur un fauteuil abandonné, un vieux fauteuil en cuir qui est tout abîmé. Il s'assied dessus et regarde la jeune femme qui est assise sur un banc sur le côté avec son fils. Il tient en main ses chaussures blanches. Par les lacets qu'il a noués ensemble, il tient les chaussures blanches, ses Nike blanches. Il tient ses Nike Air, ses Nike Jordan blanches, et il commence alors à soigneusement les laver. Avec une brosse qu'il tient en main, avec du savon, il commence à soigneusement les laver. Il commence à les laver, les rincer sous l'eau. Il se lève et va jusqu'au bord de la route.
Il va jusqu'au bord de la route, il se lève, et il rince ses chaussures dans une flaque d'eau. Il commence à frotter énergiquement avec la brosse, et vient se rasseoir dans la ruelle sombre et obscure, sur le fauteuil abîmé. Il vient se rasseoir dans la ruelle. À côté de la porte, il vient se rasseoir dans la ruelle sombre et obscure, sur le fauteuil abîmé. Soudainement, il regarde ses chaussures et frotte énergiquement avec la brosse. Il regarde ses chaussures noires à ses pieds. Quand il regarde ses chaussures noires à ses pieds, il regarde son jeans. Il enlève la poussière qu'il a sur lui, qu'il y avait sur le fauteuil abîmé. Il prend la poignée de la porte, ouvre la porte et monte les escaliers. Ce soir, Gabriel regarde le pied de la table. Gabriel regarde le pied de la table ce soir-là. Il prépare alors à manger pour Peter et lui. Il prépare à manger pour Peter et lui, et il regarde le pied de la table, sans bouger. Il reste droit, rigide. Il reste rigide et droit et ne bouge pas. Il regarde le pied de la table en bois, et soudainement il se retourne. Il se retourne et il voit Peter. Peter qui est en train de travailler sur une toile. Son chevalet est posé contre le mur. Son chevalet est posé contre le mur, dans le coin près de l'escalier. Dans le coin près de l'escalier, son chevalet est posé contre le mur. Juste en dessous, à côté de lui, il y a un autre escalier, qui donne vue sur la porte extérieure. Il y a un escalier qui donne vue sur la porte à l'extérieur, juste à côté de lui. À côté de lui, il y a une rambarde, et son chevalet est posé juste au-dessus de l'escalier qui donne vue sur le deuxième étage. Gabriel, qui est juste devant la table et qui ne bouge pas, Gabriel, qui lui est devant la table et qui ne bouge pas, a soudainement dans ses mains un essuie noir. Il a un essuie noir dans ses mains et le pose soudainement fermé sur la table. Il le dépose fermé sur la table et l'ouvre. Alors qu'il l'ouvre, on peut voir un couteau à steak et un couteau à viande. Il prend un couteau et commence à aiguiser les autres couteaux. Peter, qui est en train de travailler avec sa plume et avec son encre de Chine, Peter, qui travaille avec son encre de Chine et qui travaille avec sa plume, regarde Gabriel, qui est en train d'aiguiser les couteaux. Un couteau à viande et un couteau à steak. À côté, il regarde les couteaux et dépose les deux autres couteaux sur le bord. Il y a un essuie un peu plus fiable et un peu plus doux, d'une manière un peu plus douce et d'une matière un peu plus douce sur le côté. L'essuie est écarté. L'essuie est écarté en un carré, d'une matière un peu plus douce, de manière un peu plus douce, un peu plus doucement. Il prend alors les deux couteaux, le couteau à steak et le couteau à viande. Il dépose les deux couteaux à viande sur le côté et commence à les aiguiser avec le premier couteau qu'il a pris en main. Il se tourne vers la gazinière, allume le gaz et soudainement il sent la chaleur envahir la cuisine. Il sent la chaleur envahir la cuisine et il sort du frigo alors les morceaux de steak qui sont encore froids et qui n'ont pas été cuits. Celui-ci ouvre les placards et regarde un peu partout pour prendre du sel. Gabriel, qui est dans la cuisine, regarde un peu partout, ouvre les placards, prend deux assiettes et les dépose derrière lui. Il prend deux fourchettes, deux couteaux et les dépose derrière lui. Il commence à dresser une table noire avec une nappe noire. Avec une nappe noire, il commence à dresser la table. Il dresse la table d'une belle nappe noire qu'il repasse. Il repasse sur tous les bords et tous les côtés cette belle nappe noire. Il dresse la table et dépose juste sur cette grande table deux assiettes, deux fourchettes et deux couteaux. Il regarde Peter et lui fait un signe. Avec le couteau qu'il a déposé juste devant sur le socle en bois, il regarde Peter et lui fait un signe de venir. Peter lâche tout de suite sa plume et se retourne vers lui. Peter se retourne vers Gabriel et arrive. Il s'installe sur la chaise. Gabriel lui tire la chaise et Peter s'installe sur la chaise tout simplement. Regardant l'assiette vide, il le regarde et Gabriel pose ses mains sur ses épaules. Il repart à la cuisine et il entend le bruit de la gazinière. Quand il repart à la cuisine, Peter entend le bruit de la gazinière. Celle-ci réchauffe toute la pièce, ainsi que même la salle à manger. La gazinière, celle-ci qui réchauffe toute la pièce, ainsi que la salle à manger et la cuisine, il se retourne et commence à lui dire qu'il va l'aider. Il prend le couteau pour pouvoir aiguiser les deux autres couteaux et dit qu'il va l'aider à faire à manger.
Gabriel se retourne, saisit les 2 couteaux à viande et prend le pic. Il prend le pic sur le côté. Quand Gabriel se retourne, il saisit les 2 couteaux à viande, le couteau à viande et le couteau à steak. Il saisit aussi le pic à viande et il le prend avec lui en main. Peter se retourne et le regarde. Il lui dit qu'il a un air violent, un air passionné. Peter, qui se retourne et se recule, dit alors à Gabriel qu'il a un air violent et un air passionné quand il tient ses 2 couteaux et le pic à viande qu'il a en main, et qu'il serre très très fort. À cet instant-là, il se met sur la table. Il s'assied un peu contre la table, contre la nappe noire qui a été bien dressée, et regarde Peter. Peter lui demande pourquoi tu ne m'as pas laissé. À cet instant-là, Peter lui demande pourquoi tu ne m'as pas laissé t'aider. Gabriel se retourne et pose alors le couteau à viande, le couteau à steak l'un à côté de l'autre, et le couteau à aiguiser, il le pose sur la table. Le pic à viande, il le pose sur la table, mais derrière lui, près de la gazinière. La table qu'il y a derrière, dans la salle à manger, est réchauffée par la gazinière. La cuisine est réchauffée par la gazinière. L'appartement entier est réchauffé par la gazinière. Tous les 2 se regardent et Gabriel dit que c'est tout simplement pour ça qu'il n'a pas voulu qu'il l'aide, parce que ce soir c'est lui qui doit lui faire plaisir. Ce soir-là, lors d'un dîner en tête-à-tête, Gabriel a comme habitude de ne pas bouger et de me regarder. Il a comme habitude de ne pas bouger et de me regarder et de faire bouger son couteau, de le faire tourner entre son index, son annulaire et son major. Il fait bouger le couteau entre son annulaire, son major et son index, et bouge avec, en chipotant. Je le regarde et je m'avance, je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Tu es nerveux. À ce moment-là, il se regarde et s'avance un peu plus sur sa chaise. Il pose les mains sur la table et me regarde. Il dit qu'il n'est pas nerveux, simplement qu'il veut me regarder et profiter de l'instant. Il veut simplement profiter de l'instant de cette soirée qui est en train de débuter et qui ne va certainement pas se terminer si tard. À cet instant-là, je le regarde, je m'avance vers lui, je me lève et il me dit qu'est-ce qu'il y a. Comme s'il avait l'air triste, il vient vers moi. Il me demande ce qu'il y a et je commence à réfléchir. Je regarde mes pieds, je regarde mes baskets blanches. Je regarde mon jeans, je frotte mon jeans comme s'il était sale alors qu'il ne l'est pas. Alors qu'il ne l'est pas, je frotte mon jeans comme s'il était sale, comme s'il y avait de la poussière dessus. Il me regarde et il me demande qu'est-ce qu'il y a. Tu es énervé. Il s'assied tout de suite, croise les jambes, me regarde, me fait une place sur le fauteuil. Je viens m'asseoir à côté de lui. Je ne suis pas fâché, je suis juste calme. Je le regarde, je regarde ses yeux bruns. Lui regarde les miens, il regarde mes yeux bruns, et me demande une seule chose, une seule. Il me regarde et assis à côté de moi, presque triste, il me regarde et dit « Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas ?» Je m'assieds à côté de lui et je me redresse un peu plus. Je me mets tout contre lui, tout contre ses épaules. Je reste tout contre lui, tout contre ses épaules et tout contre ses côtes. Je le regarde et je lui dis « Non, tu n'as rien fait de mal, c'est juste moi. » À cet instant-là, je m'assieds à côté de lui, je m'assieds par terre et je m'adosse contre un mur. Je m'adosse contre un mur et je m'assieds par terre. Je me redresse ensuite et je reste près de lui. Il me dit « Bah vas-y, dis, qu'est-ce qu'il y a ?» À cet instant-là, je le regarde. J'inspire, j'expire. Quand j'inspire et j'expire, je le regarde et je lui dis « Écoute-moi bien, s'il te plaît. Je veux que tu m'écoutes. » Lui aussi inspire et expire, très lentement. Très lentement, il inspire et il expire. Je n'ai presque pas entendu son souffle. Je n'ai presque pas entendu son souffle, mais il inspire et il expire. Je vois que son torse se gonfle, je vois que son buste et son torse se gonflent, et je vois qu'il relâche la pression. À ce moment-là, je peux lui parler. Je vois qu'il a relâché la pression, que son torse et son buste se sont gonflés. J'ai donc entendu et eu la certitude qu'il a inspiré et expiré. À cet instant-là, je lui dis que j'ai vendu une toile. Il me regarde, se relève, me prend par les épaules et dit que c'est merveilleux. On se rejoint un peu plus proche de la fenêtre. Il fait nuit dehors et on se rejoint un peu plus proche de la fenêtre. On s'assied dans les escaliers, et quand on s'assied dans les escaliers, je regarde en levant les yeux vers le ciel. En levant les yeux vers le ciel, je regarde un instant. Je ne te regarde plus toi, mais un instant, je regarde juste mon chevalet, avec une toile encore vierge qui est posée dessus.
Il y a une toile encore vierge qui est posée dessus, une toile vierge, simple et blanche, qui est posée délicatement dessus. Cette toile vierge et simple, qui n'a pas encore été utilisée, qui est posée dessus délicatement, je la regarde. Tu viens te poser à côté de moi et tu me demandes ce que je regarde. Je te dis que j'essaye de visualiser ce que je vais faire sur cette toile qui est encore vierge et posée délicatement sur mon chevalet. Le chevalet n'a même pas serré la toile de haut en bas. La toile est juste posée sur le chevalet. Le chevalet ne serre même pas encore la toile. Elle n'est pas encore accrochée et elle n'est pas encore serrée. À cet instant-là, tu me demandes qu'est-ce qu'il y a. Je te dis que je visualise un dessin, que j'essaye de trouver ce que je vais faire, et tu me regardes. Tu descends dans les marches un peu plus. Tu descends 5 ou 6 marches un peu plus devant moi, et tu te poses à la 7e marche. Tu te poses à la 7e marche devant moi, et tu as descendu 6 ou 7 marches. Tu me regardes, tu te lèves à ma taille. À ma taille, tu te lèves à hauteur de ma tête et de mes épaules. Tu mets ta main sur mes épaules, debout dans l'escalier, et tu me dis « Ce que tu feras sera sûrement génial ». Je prends alors de l'assurance avec ce que tu m'as dit. Avec ce que tu m'as dit, je prends de l'assurance. Je saisis ma plume et je commence à m'asseoir devant ma toile. Je commence à dessiner et tu me regardes. Tu me regardes d'un air passionné, sur le bord des escaliers. Assis sur le bord des escaliers, adossé sur la rampe, tu me regardes d'un air passionné. Moi, je te regarde d'un air passionné, debout et adossé contre la rampe des escaliers sur le bord, avec la vitre juste derrière toi, une vitre qui est éteinte parce que dehors il fait noir. Je te regarde et je commence à faire un seul trait noir. Tu as déjà un air passionné et tu regardes déjà mon dessin comme s'il était fini. Tu viens derrière moi et que tu me regardes peindre. Je lève la tête et je te regarde toi. Tu me demandes alors combien j'ai vendu la toile. Tu t'abaisses un peu plus et tu poses ton menton sur mon épaule. Tu me murmures à l'oreille combien tu as vendu la toile. Je te réponds 29 720 euros. À cet instant-là, tu me regardes et je te réponds 29 6 720 euros. Tu me regardes et tu me dis, impressionné, pourquoi aussi cher? Je me tourne vers toi et je m'assieds par terre, je te fais une place et tu viens t'asseoir à côté de moi. Je te dis que cette toile était aussi chère et coûtait 29 6 720 euros tout simplement parce qu'elle avait été faite à l'encre de Chine, au fusain et avec des feuilles d'or. Je te regarde, je me tourne vers toi, je pose ma tête sur ton épaule, je dépose mes 2 mains contre ton épaule et contre ton dos. Je te regarde en passant ma main dans tes cheveux et je dis que cette toile, je l'ai vendue à un orfèvre. Le jour suivant, dans la rue, on commence à marcher. On commence à marcher dans la rue le jour suivant et une femme sort de la galerie d'art. Cette jeune femme sort de la galerie d'art et me regarde. Elle m'observe et ensuite regarde sa toile. Je vois qu'elle regarde un endroit bien précis de la toile, généralement l'endroit où je mets la signature. Elle regarde en bas à gauche et regarde en bas à droite, généralement les endroits où je mets ma signature. À cet instant-là, je regarde la jeune femme et je m'approche un peu plus. Je reconnais l'autoportrait que j'ai fait. C'est un autoportrait de moi que j'ai fait. Je le reconnais et je vais parler à la dame. La dame s'assied à l'intérieur de la galerie d'art sur un banc. Elle s'assied à l'intérieur sur un banc de la galerie d'art et elle me regarde. Elle me demande si j'en suis l'auteur et je prends un verre d'eau qu'il y a sur un bar. Il y a un bar avec une bouteille d'eau et une carafe sur le côté et je prends un verre d'eau. Je la regarde et je lui dis que oui, j'en suis l'auteur. À cet instant-là, je lui demande si elle veut un verre d'eau. Je prends un verre vide et je le remplis avec la carafe d'eau. Elle me regarde et elle me dit merci. Prenant le verre d'eau que je lui tends, elle regarde la toile et elle dit que c'est magnifique. Je lui dis que c'est un autoportrait de moi. À cet instant-là, elle me demande pourquoi tous ces reptiles derrière. Je regarde la jeune femme et je lui dis que j'ai segmenté la toile en plusieurs parties. Je lui dis alors avec mon verre d'eau en main que j'ai segmenté la toile en plusieurs parties. Elle me regarde et elle me dit comment ça segmenter. Je la regarde et je lui explique un peu la toile. Je lui dis que la partie la plus facile, ça a été de mettre un miroir devant moi et de me peindre tout simplement. Elle me regarde et elle me dit « C'est si simple de se peindre ?»
Je la regarde, je prends mon verre d'eau sur le côté que je pose par terre à côté de moi. À côté de mes jambes, à côté de mon pied et de mes baskets blanches. À côté de mes jambes, à côté de mon pied et de mes baskets blanches sur le sol, mes Nike, je dépose le verre et je la regarde. Je lui dis qu'à partir du moment où on s'est installé avec ses fusains, à partir du moment où on s'est installé avec l'encre de Chine et ses fusains sur son bureau, c'est très facile de le faire. Il suffit de mettre un miroir devant soi. La jeune femme ne comprend toujours pas et je lui dis que c'est comme quand on va dans sa salle de bain le matin pour se préparer. La jeune femme commence à comprendre et hoche la tête d'avant en arrière. La jeune femme qui hoche la tête d'avant en arrière me regarde et je lui dis que c'est très simple. Un autoportrait, c'est comme quand on se prépare le matin. On se regarde dans la glace et on se regarde dans la glace. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, la jeune femme me demande pourquoi est-ce que j'ai segmenté ma toile. Je lui explique que les grenouilles ont une représentation très brève. Je lui explique que les serpents, eux, ont une représentation un peu moins brève. Je lui explique que les écailles en dessous ont une représentation très brute. Elle me regarde et elle commence à me poser des questions. Je lui dis que les écailles représentent l'amour, la sincérité et la parole. Je lui dis que les grenouilles représentent la foi et le pardon. Je lui dis que les serpents représentent le mensonge et la haine, et la rancœur. Elle me regarde et elle me dit que les émotions sont très fortes dans cette toile. Je me regarde sur ma toile, je regarde mon autoportrait, et j'ai l'impression de me voir dans un miroir. La jeune femme me demande alors qu'est-ce que ça fait de voir mes toiles accrochées partout, chez d'autres gens. Je la regarde et quand elle me pose cette question, qu'est-ce que ça fait de voir vos toiles accrochées partout, chez d'autres gens, je lui dis que c'est une émotion, une expression bizarre, que c'est quelque chose de spécial. Elle s'assied à côté de moi avec son verre qu'elle tient fermement en main par les deux mains et par la paume de sa main. Par les paumes de sa main, elle tient fermement son verre. Et elle me demande, elle m'explique, et cette émotion, elle me demande comment elle est. Est-ce que c'est plus bizarre ou est-ce que c'est plus... À cet instant-là, je m'assieds à côté d'elle et elle me demande, est-ce que c'est plus bizarre ou est-ce que c'est plus mieux que autre chose? Quand je la regarde, cette jeune femme, elle est très soignée. Elle porte une belle tenue blanche avec un voile blanc. Elle porte une belle tenue blanche avec un voile blanc, un petit t-shirt blanc, et elle a sa toile en main. Je lui explique que la toile en général ne fait rien de spécial, mais que l'émotion... Je lui explique que la toile en général ne fait rien, mais que l'émotion en général est plus mieux que mieux. Je lui explique que l'émotion de voir une toile accrochée chez quelqu'un est plus mieux que mieux, et de voir une toile dans une galerie d'art, c'est juste voir une toile, peu importe si elle m'appartient ou non. La jeune femme commence à parler avec moi et à discuter avec moi. Je lui dis que peu importe, voir une toile dans une galerie d'art, ça restera toujours une toile même si c'est la mienne. La voir accrochée chez les autres, chez des personnes que je ne connais pas, c'est une émotion plus mieux que mieux. À cet instant-là, elle part avec la toile et je la remercie d'avoir acheté ma toile. Toi, tu es derrière moi, tu me regardes et tu me prends par les épaules, tu me félicites et tu m'embrasses. La jeune femme s'en va, avec sa jeune fille de 3 ans, vêtie d'un beau vêtement blanc. Vêtie d'un beau vêtement blanc et d'un jeans décoloré. Vêtie d'un jeans décoloré presque blanc. Un jeans bleu décoloré vêti d'un beau vêtement blanc et un châle, elle s'en va. Vêtie de ce châle blanc et vêtie de ce vêtement blanc, elle s'en va. Je regarde son visage si féminin et je regarde aussi ses yeux presque gris. Je regarde son visage si féminin, son châle blanc flotté dans les airs, et je regarde son vêtement blanc, tombé jusque par terre. Je regarde son jeans bleu décoloré, et je regarde la couleur de ses yeux. Elle me fait un signe en s'en allant. En tenant ma toile sur le côté, elle me fait un signe en s'en allant. Je regarde ses yeux bleus très clairs. Je regarde son regard si fin, ses yeux bleus très clairs presque gris. Elle me fait un signe et je lui dis au revoir. Sa jeune fille se retourne vers moi. Je souris, tu m'embrasses et je t'enlace. Tu m'embrasses, je t'enlace, je te serre dans mes bras.
Sur le bord du trottoir, je m'assieds, et tu viens te poser à côté de moi. Tu viens te poser à côté de moi après que tu m'aies enlacé et après que tu m'aies embrassé. On se pose sur le côté, juste en face de la galerie d'art. Tu me demandes ce que ça fait. Je regarde la voiture de la femme partir, et je te regarde dans les yeux. Ensuite, en posant ma main sur ton dos, je dis tout simplement que ça fait quelque chose, mais que je ne saurais pas décrire. Tous les deux regardèrent les petites lumières au-dessus. Au-dessus d'eux, partout, tous les deux regardèrent les petites lumières. Ils regardèrent les petites lumières partout autour d'eux, et montèrent alors au 3e étage. Tous les deux, une fois arrivés au 3e étage, dans les escaliers, ils s'installèrent dans les escaliers et regardaient le 2e étage. Depuis le 3e étage, ils regardaient le 2e et étaient installés dans les escaliers. À cet instant-là, Gabriel s'était levé et s'était mis juste en face, de l'autre côté, en face du grand miroir. En face du grand miroir carré, il y avait un frigo, un réfrigérateur. Il y avait un réfrigérateur, un frigo et une glacière juste à côté. Ils regardèrent la porte de la glacière et le réfrigérateur. Ensuite, le frigo, il prit la porte et l'ouvrit. Il se tournait vers Peter qui était assis à la rambarde de l'escalier. Assis sur l'escalier, ils se tournèrent vers Peter. Ils le regardaient du fond de la salle, près du miroir rectangulaire et près du miroir carré sur le côté qui prenait toute la place du mur. Dans la porte, il avait pris un Coca et un Coca Light. Dans sa main, avec un Coca et un Coca Light qu'il avait pris dans la porte du frigo, il commença à marcher le long d'une ligne bleue. Le long d'une ligne bleue, juste à côté d'une ligne jaune, blanche, et d'autres lignes comme une ligne rouge, il s'était arrêté au centre de la pièce. Il s'était arrêté au centre de la pièce et il regardait toutes les lignes qu'il y avait sur le sol. C'était une ancienne salle pour danser. L'endroit dans lequel ils étaient, au 3e étage, était une ancienne salle abandonnée. Ils s'étaient arrêtés là un instant pour penser, pour réfléchir avant de partir. C'était une ancienne salle de danse abandonnée. Gabriel, qui était resté juste au milieu de la salle de danse abandonnée, au-dessus de leur appartement, il était resté debout au milieu de la salle de danse abandonnée. Et il regardait les lignes. Les lignes rouges, c'étaient les lignes d'un terrain de basket. Les lignes vertes, c'étaient les lignes d'un terrain de football. Les lignes bleues, c'étaient les lignes d'un terrain de hockey. Les lignes blanches, les lignes d'un terrain de baseball. À côté, il y avait des lignes bleues et des lignes jaunes. Les lignes jaunes, c'étaient les lignes d'un terrain de tennis. Gabriel est venu s'asseoir à côté. Quand Gabriel est venu s'asseoir à côté de Peter, il l'a regardé et il lui a donné le Coca Light. Peter a pris le Coca Light en main, dans la main de Gabriel. Il l'a regardé, lui a souri, lui a fait un signe et l'a embrassé. Il l'a embrassé, lui a fait un signe et lui a posé un baiser sur les lèvres. À cet instant-là, Gabriel s'est tourné vers lui et il l'a regardé. Ils sont restés l'un à côté de l'autre, là, seuls, à regarder les petites lumières partout autour d'eux, à écouter l'orage à l'extérieur, à regarder la pluie qui frappait contre la grande vitre. Ils regardaient la pluie qui frappait contre la grande baie vitrée juste devant. En plus du miroir qu'il y avait derrière eux, en plus de ce miroir rectangulaire et en plus du miroir carré qui prenait tout un mur derrière eux, il y avait une grande baie vitrée ovale et carrée. Cette grande baie vitrée carrée, ovale, coupée en arc de cercle, juste devant eux, était frappée par la pluie à l'extérieur. Il y avait la grande lune, la pleine lune blanche. Il y avait la grande lune, la pleine lune blanche ce soir-là, qui éclairait la baie vitrée. Malgré ça, la couleur faible de la lune éclairait la grande baie vitrée coupée en arc de cercle, qui était juste devant eux. Eux, ils étaient là, et ils attendaient, se posant des questions comme par exemple « Est-ce qu'on est obligé d'y aller ?» À cet instant-là, ils sont redescendus. Ils se sont habillés et se sont préparés. Gabriel, lui,
Il s'est habillé d'un jeans bleu décoloré. Gabriel s'est habillé d'un jeans bleu décoloré et d'un t-shirt blanc. Avec un t-shirt blanc, un jeans bleu décoloré, des baskets blanches, avec un sac noir. Avec un sac à dos noir, avec des baskets blanches, un jeans bleu décoloré et un t-shirt blanc. Il a mis sa veste en cuir noir et est parti. Il a attendu Peter en bas, à la porte. À la porte en bas, à l'intérieur, il a attendu Peter. Peter s'est habillé avec un jeans bleu décoloré. Il s'est habillé avec le premier jeans qu'il a vu. Avec le premier jeans qu'il a vu, il s'est habillé avec ce jeans bleu foncé décoloré, avec plein de taches de peinture sèche. Ensuite, il a pris ce t-shirt qu'il avait, avec un ancien slogan dessus. Il a pris ce t-shirt qu'il avait, un ancien t-shirt qu'il ne mettait plus, mis à part pour peut-être faire de la peinture. Dessus, il y avait un slogan, le slogan d'une marque, la marque Superdry. Il y avait des choses écrites dessus, de la marque Superdry, le slogan, et il était couvert de peinture. Ce t-shirt avait tellement été imprégné par la peinture et était tellement couvert de taches de peinture de toutes sortes différentes, de toutes sortes de peintures différentes et toutes sortes de couleurs différentes qu'il en sentait la peinture encore aujourd'hui. Il avait mis ce t-shirt et arrivé en bas, il s'est posé à côté de Gabriel. Assis par terre, ça sentait la peinture partout. Ensuite, ils sont partis et ont marché dehors dans la nuit noire longtemps. Arrivés devant chez elle, elle nous ouvre les portes. Les portes blanches qui s'ouvraient. Arrivés à l'intérieur, on arrive dans un sas. Il nous fallait ôter un voile blanc. Il nous fallait ôter un voile blanc et on arrive devant un escalier. Il nous fallait ôter un voile blanc dans le sas. Le long à côté de nous, il y avait un escalier. Juste devant nous, il y avait un autre escalier. Le long à côté de nous, il y en avait un autre. On a pris le premier escalier et la jeune femme nous a montré. Elle nous a montré partout autour de cet escalier, il y avait des millions de volutes. Il y avait des millions de volutes, des millions de boucles partout autour. Partout autour de cet escalier aux millions de volutes éclairé par une lumière très pâle et très faible. La lumière était très pâle et très faible, presque inexistante. L'escalier aux millions de volutes nous mène alors dans une pièce devant laquelle il y avait un aigle avec... Cet escalier nous mène alors dans un salon dans lequel il y avait un aigle géant de 4 mètres. L'aigle géant était de 4 mètres. Il était fait en bois et en pierre. Il était fait en bois, en pierre et en argile. La jeune femme présentèrent alors son aigle comme quelque chose de magnifique. Il était grand, il faisait 4 à 5 mètres. Accroché au mur, cet aigle en pierre et en bois, accroché au mur, de l'autre côté, il y avait un miroir juste derrière. Il y avait un miroir juste derrière l'aigle. De l'autre côté, il y avait un autre aigle, en bois et en pierre. Celui-ci était en bois et en pierre. Il y avait un petit aigle de l'autre côté, entre 2 fenêtres. Il y avait 2 grandes fenêtres coupées en arc de cercle. Coupées en arc de cercle, il y avait des petites fenêtres qui étaient coupées par 8 carreaux. Les 2 fenêtres étaient coupées par 8 carreaux au-dessus, coupés en arc de cercle. Juste au-dessus, il y avait un plus petit aigle qui, lui, était en argile. Lui était en argile. En dessous, il y avait une collection de pots cassés. Juste en dessous, il y avait une collection de pots cassés. Juste en dessous, à côté, sur un autre meuble en verre, il y avait une collection de porcelaine. Au-dessus, il y avait un léopard qui devait être empaillé. J'ai regardé l'intérieur de chez elle. La jeune femme m'a regardé avec un sourire satisfait. Avec un sourire satisfait, elle s'est tournée vers moi. Un air sceptique, elle m'a regardé. Elle m'a regardé d'un air sceptique, ensuite elle m'a regardé avec un air satisfait, présentant les 3 aigles dans son appartement, et je me suis tourné vers elle. J'ai réfléchi un instant, je me suis tourné vers elle, et je lui ai dit qu'elle était une collectionneuse. En la pointant du doigt, je lui ai dit qu'elle était une collectionneuse. Se tournant vers moi avec un verre qu'elle me tendit, elle me tendit un verre
un verre des plus classieux sur lesquels il y avait une petite carpe-coï qui avait été dessinée. Je regardai le verre qui n'était pas encore rempli. Elle me tendit ce verre et je le pris dans mes mains. Entre les paumes de mes mains, d'une délicatesse imparable, je pris le verre. Il y avait un petit poisson, une petite carpe-coï, entourée d'un serpent qui se mord la queue. Entourée d'un serpent qui se mord la queue. Il y avait une petite carpe-coï qui était en train de nager au fond du verre. Je regardais le verre, et sur le verre, il y avait le symbole d'un serpent qui se mordait la queue. Dessus, il était écrit la date de quand le verre a été fabriqué, et où il avait été fabriqué. Au fond du verre, il y avait cette petite carpe qui était en train de tourner sur elle-même. Il y avait cette petite carpe qui tournait sur elle-même, entourée par un serpent qui se mord la queue. Je regardais les verres qu'elle avait chez elle. À chaque fois, il y avait le symbole. À chaque fois sur ces verres, il y avait le symbole, un symbole différent avec deux animaux différents. Celui qu'elle me tendit et qu'elle m'avait donné, celui que j'avais regardé avec tant de délicatesse, n'était rien d'autre qu'un simple verre pour elle, mais pour moi c'était une œuvre d'art. Elle me tendit ce verre comme si ce n'était rien d'autre qu'un autre verre, comme tous les autres qu'elle avait. Et je regardais ce verre, c'était un éléphant entouré des rayons de soleil. Un éléphant entouré de plusieurs rayons de soleil, sur les rayons de soleil, il était écrit où et quand il avait été fabriqué. Je regardais ces verres les uns après les autres. Je lui ai demandé si je pouvais ouvrir les armoires. À cet instant-là, j'ai ouvert les armoires et j'ai vu que tous ces verres étaient tous les mêmes, mais avaient tous un logo différent, avaient été tous fabriqués uniquement pour leur logo et avaient été fabriqués à des endroits différents par des personnes différentes. Je l'ai regardée et elle m'a regardé. Elle m'a rejoint dans la cuisine et elle a dit que chaque verre avait été fabriqué uniquement par elle. Je me suis retourné et j'ai dit que ces verres avaient été fabriqués par elle. Elle s'est assise sur une chaise, a croisé les jambes, a redressé sa jupe, l'a remise un peu plus sur ses jambes et m'a regardé. À cet instant-là, elle avait dit que oui, les verres avaient été fabriqués par elle. C'étaient des pièces uniques, des pièces que elle seule connaissait, des pièces que elle seule avait fabriquées. Je lui ai demandé pourquoi des animaux différents et pourquoi tant d'animaux exotiques. Elle m'a regardé, elle a montré l'intérieur de son salon en écartant les bras, et elle a dit qu'elle collectionnait tout ce qui était exotique et tout ce qui était hors du commun. Quand j'ai regardé l'intérieur de la pièce, je lui ai dit que ça se comprenait. Elle a dit qu'elle collectionnait tout ce qui était exotique et qui sortait du commun. Tout ce qui était hors du commun, elle le collectionnait. Elle le fabriquait, elle le créait. Quand je l'ai regardée, je lui ai dit que c'était une collectionneuse. Elle s'est avancée vers moi et elle a dit qu'elle n'était pas que ça. Elle n'a dit que ce n'était pas que ça. Quand j'ai dit « Vous êtes une collectionneuse ?» Elle s'est assise, a croisé les jambes, a redressé sa jupe un peu plus, l'a remise sur ses jambes, a pris un verre qu'elle avait fabriqué, l'a posé sur le côté, m'a tendu un verre qu'elle avait rempli. J'ai bu avec elle, on a parlé. On a parlé la nuit, et elle m'a dit qu'elle n'était pas que ça. Elle était créatrice de pièces en verre, et elle était créatrice de toutes sortes de choses aussi. J'ai regardé à l'intérieur de chez elle, et elle a regardé par ma fenêtre, me demandant où est-ce que je devais mettre la toile. Il n'y avait presque aucune place sur les murs, alors je ne savais pas. Je lui ai demandé « Peut-on aller dans une autre pièce ?» Une fois arrivé dans sa chambre, j'ai regardé son lit. Son lit était couvert d'une couverture rouge. Son lit qui était couvert d'une couverture rouge et qui avait été passé avec un drap blanc, je l'ai regardé. Je me suis assis dessus, sur son lit qui était couvert d'une couverture rouge, avec un drap blanc qui passait au-dessus sur les coussins et sur la couverture qui avait été dressée, droite. Je l'ai regardé et je lui ai dit sur le mur en face. À cet instant-là, elle s'est tournée et elle a dit que la dorure et le noir de ma peinture feraient ressortir la couleur de sa chambre. Toute la soirée, on avait bu dans des verres en cristal blanc. Toute la soirée, on a bu au feu. On a bu près du feu, sur des fauteuils en cuir noir, dans des verres en cristal blanc. J'ai bu du vin blanc toute la soirée avec elle. J'ai parlé art toute la soirée avec elle. Gabriel, tu étais avec nous, mais tu regardais par la fenêtre.
Toute la soirée, on a bu dans des verres en cristal blanc qui étaient plus brillants que l'argenterie qu'il y avait dans la cage d'escalier blanche. Cette argenterie qu'il y avait dans la cage d'escalier blanche, éclairée par une lumière terne et fade, presque inexistante, cette argenterie était encore moins claire que les verres en cristal que je tenais entre mes mains, qui étaient aussi éclairés que l'ampoule qu'il y avait juste au-dessus de moi, qui éclairait le lustre en bois de serre. Voilà. Assis sur un vieux coffre en bois sec et usé, il expliquait que de sa base, les bords de sa toile, tout partait en fait des bords. La jeune femme le regardait, depuis la cuisine. Depuis la cuisine, la jeune femme la regardait. Pendant que lui était en train de parler, il était assis contre un coffre humide, sec. Un coffre humide et sec, parce qu'il se trouvait juste au-dessus d'un aquarium. Le jeune homme s'était levé et a regardé l'aquarium. À cet instant-là, le jeune homme s'est levé et a regardé l'aquarium. L'aquarium était rempli de plein de petits poissons. Il était rempli de plein de petits poissons, et au-dessus, il y avait un poisson. Il était presque invisible, presque transparent. Tellement gris, tellement blanc qu'on ne le voyait pas. L'aquarium paraissait vide. Gabriel s'était levé et regardait à l'intérieur. Gabriel s'était levé et regardait à l'intérieur. Il y avait ce poisson qui était gris, gris presque blanc, presque translucide. Il était immaculé, on ne le voyait presque plus. Mais on sentait qu'il y avait du mouvement et du vécu. On sentait qu'il y avait du vécu, du mouvement et de la vie dans cet aquarium. Les deux jeunes hommes se sont levés et ont regardé l'aquarium. À cet instant-là, la jeune femme est arrivée avec une théière. Elle est arrivée avec une théière, avec une sucrière sur le côté, et elle l'a posée. Il y avait deux tasses. Il y avait deux tasses en verre, avec une sangle sur le côté. La sangle sur le côté était en tissu. À cet instant-là, il a regardé les tasses attentivement. Gabriel a regardé les tasses attentivement. La sangle était en tissu, raccrochée à deux morceaux de métal. Raccrochée à deux morceaux de métal, la sangle était en tissu. Un tissu vert, vert foncé presque noir. La tasse, elle, était en verre. La jeune femme demanda alors, en tenant la anse et en tenant la théière, en tenant la anse par le dessous et par la anse, par en dessous de la théière, la jeune femme prit alors un essuie. Elle égoutta la théière et nettoya les côtés. Elle se mit alors à nettoyer les côtés. Quand elle nettoyait les côtés et qu'elle enlevait le thé qui avait coulé sur les bords, elle prit alors la théière et se dirigea vers Gabriel, lui demandant s'il en voulait. D'un simple geste, tu as repoussé ta tasse. Tu as dit que tu n'en voulais pas, non merci. Non merci, tu lui as montré en levant ta main. En levant ta main très légèrement, mais en la gardant contre la table, tu as légèrement levé ta main et tu as délicatement re-regardé derrière toi. Tu as délicatement re-regardé derrière toi dans l'aquarium et tu voyais qu'il y avait du mouvement. Malgré ça, le poisson restait toujours invisible. Il était blanc, ou alors gris. Il était blanc ou alors gris, mais d'une couleur qu'on ne pouvait pas voir. On sentait qu'il y avait ce vécu et qu'il y avait du vivant dans l'aquarium. Mais le poisson était toujours invisible. À cet instant-là, tu t'es dirigé vers la jeune femme et tu t'es assis à côté d'elle. Tu lui as tendu ta tasse et tu l'as posée par terre devant. Par terre devant, sur la table, juste devant elle, tu as déposé ta tasse. Finalement, tu lui as dit que tu en voulais bien. Tu as parlé avec elle 1 minute et moi j'ai commencé à regarder les murs. J'ai regardé les murs et tu as parlé avec elle 1 minute. La jeune femme t'a servi, elle a essuyé les bords, égoutté la anse de la tasse. Elle a égoutté la anse. Ensuite, elle a déposé la théière. Elle a déposé la théière, égoutté la anse de la théière, et ensuite, elle t'a regardé. Elle a croisé les jambes, a redressé sa jupe un peu plus sur ses jambes, a regardé ses chaussures à talons aiguilles noirs, et t'a demandé de quoi tu voulais parler. À cet instant-là, tu as regardé ses chaussures à talons aiguilles noirs, avec un dessous beige. Quand tu as regardé ses chaussures à talons aiguilles noirs avec un dessous beige,
Tu lui as d'abord demandé si ses chaussures c'étaient des loups-boutins. Quand tu lui as demandé si ses chaussures c'étaient des loups-boutins, elle t'a tout simplement répondu que non. À cet instant-là, tu l'as regardé. Et tu as demandé s'il y avait bien un poisson dans l'aquarium. Elle s'est levée et elle a été éteindre toutes les lumières. Quand elle s'est levée et qu'elle a été éteindre toutes les lumières, tu avais l'air perdu, incompris. Tu avais l'air perdu et incompris, tu ne savais pas ce qui se passait. Tu étais dans l'incompréhension totale. Je suis venu à côté de toi, je me suis posé, j'ai pris ta tasse et je te l'ai donnée. Tu as bu et j'ai rempli ma tasse. J'ai rempli ma tasse avec la théière et j'ai bu avec toi. J'ai dit, elle doit sûrement nous montrer où est le poisson, et elle a commencé à éteindre toutes les lumières. Elle a éteint le lustre, elle a éteint les lampes LED, elle a éteint les néons, les petites lumières partout. Elle a éteint les grandes lumières, les petites lumières, les lustres, tout, partout elle a tout éteint. À cet instant-là, elle a allumé une lumière noire. À cet instant-là, on s'est retrouvé dans le noir, éclairé par une bougie au milieu de la table. Elle a allumé une lumière noire, et cette lumière noire, celle-ci, fit alors apparaître un poisson noir juste à l'intérieur de l'aquarium, qui était en train de planer dans l'eau. Il était en train de planer et de nager dans l'eau juste au-dessus de tous les petits poissons qui avaient disparu dans le noir, mais qui étaient restés dans l'aquarium. Une fois toutes les lumières revenues, tu m'as regardé. Tu as dit que... Une fois que toutes les lumières sont revenues, tu m'as regardé. Tu as dit qu'on devait y aller. Ensuite, j'ai regardé l'heure, il était minuit 1. On devait partir, évidemment. Alors j'ai regardé la jeune femme, je l'ai remerciée en lui serrant la main. Je l'ai remerciée en lui serrant la main. Je l'ai remerciée une deuxième fois de m'avoir acheté la toile, et je lui ai dit de rien pour l'avoir aidée à trouver une place. Ensuite, elle nous a dit au revoir de la fenêtre et nous sommes partis. On devait rejoindre Greta à la fête foraine. Mais connaissant Greta, on savait qu'on n'allait pas rester à la fête foraine, qu'on n'allait peut-être même pas y aller. Elle nous a rejoints dans la forêt un peu plus loin. Un peu plus loin, elle nous a rejoints dans la forêt. Elle nous a attendus le long d'un îlot perdu. Le long d'un îlot perdu, elle nous a attendus. Elle était assise au bord de la mer. Il y avait des petites vagues parce que la lune était cachée par les nuages. La lune était cachée par les nuages, donc il n'y avait que des petites vagues. Elle attendait au bord, les pieds trempés dans l'eau. Les pieds qui trempaient dans l'eau, elle attendait au bord. Nous sommes arrivés. On a enlevé nos chaussures et on a fait comme elle. On a relevé notre jeans, un petit peu. Un petit peu, on a relevé notre jeans et on a mis nos pieds dans l'eau. Il n'y avait pas de sable, c'était une plage de galets. C'était une plage de galets, il n'y avait pas de sable. Et elle est restée là un long moment sans rien dire. Ensuite, on a commencé à parler. Elle s'est levée et elle a dit qu'on allait jeter des cailloux dans l'eau. Je l'ai regardée. J'ai penché la tête sur le côté et je lui ai dit « Ce n'est pas un peu gamin, ça ?» Je me suis assis par terre, croisant les jambes. Je me suis retenu en arrière, pensant que c'était une plage de sable fin. Pensant que c'était une plage de sable fin comme toutes les autres, je me suis retenu en arrière. Quand je me suis retenu en arrière avec mes bras, que je me suis penché et que je l'ai regardé debout jeter des galets et jeter des cailloux, je l'ai regardé, m'appuyant en arrière sur ce que je pensais être une plage de sable fin. J'ai regardé derrière moi et finalement, j'avais mal à la paume de la main, après m'être appuyé longtemps sur les cailloux. Après m'être appuyé longtemps sur les galets, sur les cailloux, sur la plage, j'avais mal à la main. Finalement, je me suis redressé et je me suis mis debout. J'ai ramassé un galet, plat, par terre. J'ai essayé de le regarder avec la lumière de mon smartphone. Avec la lumière de mon smartphone, j'ai essayé de regarder s'il était plat. J'ai soufflé une fois dessus et je l'ai essuyé sur mon jeans. Ensuite, un petit peu avec ma main. Ensuite, je l'ai un petit peu essuyé avec ma main. Je l'ai tenu dans la paume de ma main, avec mon index, mon major et mon pouce. Ensuite, je l'ai lancé sur le côté, comme si je voulais le faire glisser sur une surface dure. Je l'ai tenu avec ma main, avec mon index, mon pouce, mon major. Je l'ai lancé comme si je voulais le lancer sur une surface dure. Ensuite, il a ricoché sur la mer. On entendait à chaque fois le bruit de nos cailloux qu'on lançait. On entendait le bruit de nos cailloux qu'on lançait, et les galets qu'on prenait, les galets plats qu'on prenait pour faire des ricochets le soir, on les entendait ricocher.
Ensuite, on les entendait couler. On les entendait partir au fond de la mer. Je me suis assis par terre et elle m'a regardé. Elle a dit: Qu'est-ce qu'il y a? À ce moment-là, j'ai vu que tu regardais ta sœur. J'ai vu que tu regardais ta sœur, Gabrielle, et tu lui as dit: Qu'est-ce qu'on fait ici? Elle voulait simplement nous parler de quelque chose. Quoi en particulier, je ne sais pas, parce que souvent, Greta n'évoque pas les faits dont elle veut parler. Souvent, elle n'évoque pas les faits dont elle veut parler. Elle reste secrète sur elle-même et renferme les secrets, comme si c'était une boîte. Comme si c'était une boîte, elle renferme les secrets sur elle-même, elle reste secrète et ne dit rien. À cet instant-là, tu l'as regardée et tu as dit: Qu'est-ce qu'on fait ici? Elle s'est levée et elle a dit, en prenant un galet, en prenant un caillou dans l'autre main, elle l'a jeté. Elle a jeté le caillou et a fait glisser le galet comme sur une surface plate. Et elle a tout simplement dit: On s'occupe pendant la nuit, on parle, on discute. Je me suis levé, je t'ai regardé de loin parler avec ta sœur. Je me suis levé et je t'ai regardé de loin parler avec ta sœur. Tu l'as prise par les bras et tu lui as dit: Tu ne dis jamais rien, alors pourquoi est-ce qu'on parlerait? Elle s'est assise par terre et elle a dit qu'elle voulait tout simplement te voir. Quand elle s'est assise par terre, elle a dit qu'elle voulait tout simplement te voir. Moi, je suis arrivé par derrière, je t'ai pris par les épaules et j'ai remis mes bras. J'ai remis mes bras contre les tiens, j'ai tenu tes mains, j'ai tenu les paumes de tes mains. J'ai tenu les paumes de tes mains, j'ai tenu tes mains, j'ai mis mes bras contre les tiens, je me suis mis contre ton dos, j'ai posé ma tête sur ton épaule, je t'ai murmuré quelque chose à l'oreille. J'ai dit à Greta qu'on partait pour un moment, de l'autre côté de la mer, de l'autre côté de la rive. Greta est restée là, seule, solitaire, silencieuse, et je lui ai dit qu'on partait de l'autre côté de la rive, et qu'on revenait après. Quand on est allé de l'autre côté de la rive, elle m'a regardé, de loin. Je lui ai envoyé un message que je n'en avais que pour 5 minutes. Je voulais te parler seul à seul, Gabriel. J'ai attendu devant chez Greta. J'ai attendu devant chez Greta ce soir-là. Nous étions mouillés tous les deux. Tous les deux nous étions mouillés, et je me suis blotti contre toi. Je suis resté un instant contre toi, contre ta chaleur, contre ton corps, et je regardais partout autour de moi, au-dessus de ton épaule. Au-dessus de ton épaule, je regardais partout autour de moi. Partout autour de moi, je regardais au-dessus de ton épaule et je suis resté là contre toi, pratiquement toute la nuit. Pratiquement toute la nuit, je suis resté là contre toi, à me blottir contre ton épaule, à l'abri de ton bras et de ta chaleur. J'ai attendu qu'elle ouvre la porte, mais ça ne s'est pas fait. À cet instant-là, je me suis senti plus proche de toi que de n'importe qui d'autre. Quand je me suis senti plus proche de toi que de n'importe qui d'autre, j'ai attendu. J'ai écouté le silence autour de nous et j'ai attendu, plus proche que toi que de n'importe qui d'autre. C'était déjà très tard la nuit et on a marché le long d'une plaine. On a marché le long d'une plaine et il était déjà très tard la nuit, en attendant Greta. Greta qui n'est jamais venue. Elle n'a jamais ouvert sa porte alors qu'on s'était donné rendez-vous en bas de chez elle. On s'était donné rendez-vous en bas de chez elle, mais ça ne m'étonnait pas d'elle. Elle devait être dans son lit, peut-être en train de lire. Peut-être qu'elle était en train de lire dans son lit et qu'elle n'avait pas entendu. Ou alors peut-être qu'elle avait remis à demain et que je n'ai pas vu son message. Nous sommes partis en marchant sur le long de la route. Sur le long de la route, nous sommes partis, en marchant. Il pleuvait. Il pleuvait tellement fort qu'on en était trempés. On était à deux, nous sommes partis. Il en pleuvait tellement fort que ça en était presque drôle. On marchait sur le bord de la route et on se regardait trempés. On se regardait trempés et mouillés, dans le froid, à marcher seul. Ça en était presque drôle tellement il pleuvait. Et je t'ai regardé un instant. Nous nous sommes assis sur le côté et je suis resté là. J'ai entendu une rivière un peu plus loin et j'ai été me poser. J'ai été me poser au bord de la rivière, j'ai entendu l'eau s'écouler. Quand j'ai entendu l'eau s'écouler, je me suis posé par terre et j'ai senti légèrement l'eau venir effleurer mes pieds. J'ai senti l'eau venir effleurer mes pieds, venir effleurer mes baskets. J'ai commencé à marcher à contre-courant, mes baskets dans l'eau et le début de mon jeans. Le bas de mon jeans et le début de mon jeans dans l'eau, j'ai commencé à marcher à contre-courant. Je sentais l'eau contre mes pieds, dans mes baskets, qui continuaient à monter.
à monter et à monter. Tu t'es mis derrière moi, tu m'as tenu par les hanches et par les côtes, tu as mis tes mains sur mes épaules, et on a marché à contre-courant. Nos baskets étaient imbibées d'eau et remplies d'eau. Nos baskets, noires pour toi et blanches pour moi, étaient imbibées d'eau et remplies d'eau. On marchait à contre-courant dans cette rivière qu'on ne voyait même pas. On marchait à contre-courant. Nous étions trempés, mais cela ne faisait rien. Nous étions trempés, et on continuait à marcher. Tout au bord, contre un arbre, une personne habillée en noir nous attendait. Une personne habillée en noir nous attendait contre un arbre. On s'est assis, ou on s'est plutôt laissé tomber. Je t'ai tenu la main, je t'ai tendu le bras, tu as tenu mon bras, ma main, mon avant-bras, et ensuite tu t'es laissé tomber par terre. Tu t'es laissé tomber par terre à côté de cette jeune fille qui ne disait pas un mot et qui écoutait simplement le bruit de la pluie et qui écoutait l'eau s'écouler. Je suis venu m'asseoir à côté d'elle quand elle n'a pas dit un seul mot. Il y avait simplement ses yeux bleus très clairs qui illuminaient. Il y avait simplement ses yeux bleus très clairs qui s'illuminaient dans le... À cet instant-là, je me suis tourné vers elle. Et quand j'ai vu ses yeux bleus qui s'illuminaient dans le regard de la pluie, dans le regard de la rivière devant nous, dans le regard et le courant de la rivière, dans le regard de la pluie, le regard qu'elle donnait à la noirceur de la nuit, ce soir-là, je l'ai regardée. Je n'ai pas reconnu son visage, mais ses yeux illuminaient tout autour d'elle la noirceur. Ça illuminait tout autour d'elle la noirceur de la nuit, la noirceur de la rivière juste devant, qu'on ne voyait pas mais qu'on sentait. On la sentait bel et bien. Je suis resté à côté d'elle, et cette jeune femme n'a rien dit, pas un seul mot. Pas un seul mot, elle n'a rien dit, et je suis resté là à côté d'elle. Quand je lui posais une question, elle penchait la tête sur le côté, ou alors elle s'affirmait avec des gestes. Elle s'affirmait avec des gestes, ou alors elle penchait la tête sur le côté, mis à part ses yeux très blancs, presque bleus, qui éclairaient, mis à part ses yeux blancs, presque bleus, qui éclairaient tout autour d'elle la nuit obscure, il n'y avait rien d'autre. Je suis resté à côté d'elle, et toi tu es resté à côté d'elle un instant. On a essayé de parler, et finalement, quand on s'est mis à parler à deux et que j'ai changé de place, quand j'ai changé de place et qu'on s'est mis à parler à deux, sur le bord, avec cette fille qui ne faisait rien d'autre que regarder la rivière qu'elle ne voyait pas, elle ne faisait rien d'autre que regarder les vastes étendues noires et obscures devant elle, on s'est mis à parler tous les deux, et elle s'est tournée vers nous. Elle ne faisait qu'émettre des petits sons. Elle ne faisait qu'émettre des petits sons, des petits grincements. Des petits grincements, des petits sons, des petits chuchotements, juste à côté de nous. Comme si tu me parlais à mon oreille, des petits chuchotements qu'elle émettait, des petits sons, des petits grincements. Et elle était là, à côté de nous pendant qu'on parlait à deux. Et je suis resté là, ensuite je me suis levé. Je t'ai tendu un bras, et tu as pris mon bras. Tu t'es relevé en t'appuyant contre tes baskets, et tu t'es agrippé à l'arbre qu'il y avait juste à côté. Je lui ai demandé c'était quoi le problème. La jeune femme nous bombardait de questions. La jeune femme nous bombardait de questions, je lui ai demandé c'était quoi le problème. Je me suis assis, et je chipotais nerveusement avec mes doigts. Je l'ai regardée, à cet instant-là, elle m'a regardé. Échangeant un regard furtif avec elle, elle m'a regardé. Elle m'a donné le dossier et l'a posé devant moi violemment. Elle l'a laissé tomber sur le bureau, je l'ai rattrapé. Je l'ai rattrapé et j'ai regardé tout de suite la photo de l'enfant. J'ai tout de suite regardé la photo de l'enfant, et à cet instant-là, le dossier entre les mains. Elle m'a dit « Ouvrez-le, s'il vous plaît ». Je l'ai regardé. Je l'ai regardé nerveusement, avec un regard incertain, et j'ai ouvert le dossier. Elle m'a dit « Ouvrez-le à la première page ». J'ai pris la première page en main et je l'ai enlevé du dossier. On m'a commencé à parler de l'enfant, quel âge il avait, la taille qu'il avait à peu près, ce qu'il avait vécu, dans quelle famille il avait été. À cet instant-là, elle nous parlait de Kyle, le jeune enfant. Elle commençait à nous parler de Kyle de plus en plus, le jeune enfant. On s'est retourné et elle a été le chercher. Quand on s'est retourné, elle a été le chercher. Quelqu'un frappe à la porte et je me retourne. Je m'assieds. Je m'assieds sur ma chaise, je me retourne, quelqu'un frappe à la porte. La jeune femme se lève et nous dépose le dossier devant nous. Comme si c'était pour nous tenter, elle dépose le dossier devant nous. Comme si c'était pour nous tenter, elle dépose ce dossier juste devant nous, au bord de la table. Je prends alors le dossier, mais je n'enlève que la photo de Kyle.
Je regarde ses cheveux bruns et je regarde ses yeux verts. Je regarde ses yeux verts, son visage, ses cheveux bruns, comment il est habillé, s'il a l'air triste ou heureux. La jeune femme dit qu'elle revient et qu'elle va chercher le jeune enfant. À ce moment-là, j'entends frapper plus énergiquement. J'entends frapper plus énergiquement et je me retourne vers la porte. La jeune femme ouvre la porte et quand Kyle passe juste derrière la porte, il passe lentement et regarde autour de lui comme s'il n'était pas sûr de où il rentrait. Il regarde la jeune femme et ensuite la jeune femme s'abaisse à son niveau. Sur les genoux, par terre, la main au niveau de ses mains. Elle regarde Kyle et elle dit que ces deux personnes, moi et Gabriel, nous sommes là pour lui. Elle nous pointe du doigt et elle dit « Regarde, ces deux personnes sont là pour toi ». Kyle commence à s'avancer vers nous. Quand Kyle commence à s'avancer vers nous, on le regarde. Il lève les yeux et nous, on abaisse les yeux. On se met à son niveau, les genoux par terre, les mains sur le côté. On se regarde d'un sourire léger. D'un sourire léger, on se regarde. Kyle nous regarde et a vu le sourire qu'on s'est échangé. Il sourit lui aussi et nous regarde. À cet instant-là, la jeune femme vient à côté de nous. Elle se pose par terre et elle dit que le courant a l'air de bien passer. Je la regarde et je dis que oui, le courant passe bien, plutôt bien. La jeune femme nous propose de passer une petite demi-heure avec le jeune enfant. À cet instant-là, je la regarde et je m'avance un peu plus sur ma chaise que je redresse en dessous du bureau. Je redresse ma chaise en dessous du bureau et je m'avance un peu plus. La jeune femme propose de passer une petite minute, une petite heure ou alors un petit quart d'heure avec l'enfant. Elle précise qu'on peut passer une heure ou alors qu'on peut passer une demi-heure ou une minute avec l'enfant. On choisit de passer une demi-heure avec l'enfant. La jeune femme nous présente un dossier qui a l'air plutôt complexe, avec beaucoup de phrases, beaucoup de mots, beaucoup de textes et beaucoup de choses à signer, beaucoup de cases à cocher. Elle nous présente ce dossier et elle nous demande uniquement 2 signatures, à droite et à gauche, en haut. À cet instant-là, je prends le bic qu'elle nous lance. Je prends le bic qu'elle nous lance et qu'elle nous donne. Quand elle nous le montre, je le prends. Je signe et je te passe le dossier. Je te passe le dossier avec le bic qu'elle m'a donné. Et je te donne le bic et tu prends ta signature. Tu prends ta signature en main et tu l'écris légèrement comme tu sais le faire au bord de tes toiles. Comme tu sais le faire au bord de tes toiles, tu prends la signature que tu as tous les jours, tu la prends en main avec ton stylo et tu commences à écrire. J'ai fait la même chose et je rends le dossier. Le bic qu'elle nous avait lancé juste devant nous, devant notre regard, elle le dépose et ensuite elle le reprend. Elle demande simplement de cocher le temps qu'on va passer avec l'enfant. Je te rends le bic et tu coches alors 30 minutes quand je te rends le bic. Tu me donnes le bic qu'elle m'a donné et je coche 30 minutes. Je lui rends le dossier et elle dit que c'est validé en croisant les jambes, en redressant sa jupe, en croisant les bras sur le dossier et en reprenant le dossier qu'elle range dans un tiroir sur le côté. Elle dit que c'est validé. On passe un instant avec le jeune enfant qui nous montre ses dessins. Il nous montre ses affaires, il nous montre ses dessins et les livres qu'il lit. À cet instant-là, je m'attache un peu plus au jeune enfant. Kyle vient vers la jeune dame et s'assied à côté d'elle. Kyle doit passer un instant avec la jeune femme en privé, pour voir s'il veut passer sa vie avec nous, pour voir s'il veut vraiment de nous, il doit passer un instant en privé avec la jeune dame. Kyle sort avec un grand sourire et court vers moi. Je le rattrape. Tu es à côté de moi, tu le rattrapes en même temps que moi. Kyle court vers nous avec un grand sourire. La jeune femme nous dit félicitations et nous regarde avec un sourire. Elle nous rend le dossier, il est signé, il est complet. Et elle dit que Kyle veut de nous, qu'il veut passer le reste de sa vie avec nous. Quand on ramène Kyle à la maison, il découvre son lit à côté d'une vieille collection de disques vinyles. Il découvre son lit à côté d'une vieille collection de disques vinyles, et je le regarde. Il s'assied sur son lit et regarde discrètement la fenêtre. Il regarde discrètement la fenêtre et les rideaux. Il nous regarde ensuite et vient à côté de nous. Je lui dis que ce n'est pas génial, mais qu'il pourra changer la décoration s'il veut. À cet instant-là, il dit que c'est parfait. Soudainement, je vois que Gabriel, tu pars. Je me retourne, et Kyle, tu commences à me serrer la main un peu plus.
Quand Kyle commence à me serrer la main un peu plus, je sens ça comme un signe d'affection. Je ressens ça comme un signe d'affection quand il me serre la main un peu plus. Alors je souris. Je me regarde dans le miroir, discrètement à côté de la fenêtre, et lui regarde les rideaux. À cet instant-là, Gabriel revient avec une boîte. Je lui demande qu'est-ce que c'est. Il s'assied sur le lit et dépose ça par terre. Il demande à Kyle de venir à côté de lui. Moi, je viens à côté de toi, je m'installe, et Kyle vient avec moi, à côté de toi. Il s'installe à côté de toi, et moi à côté de toi. À cet instant-là, je vois que tu as porté une boîte dont tu ne te souvenais plus, mais tu t'en es souvenu parce que Kyle est arrivé à la maison. Tu déposes cette boîte sur le côté et je vois qu'elle est remplie de BD, de livres et de romans que tu ne lisais plus. Kyle est à côté de toi avec des yeux grands ébahis et il te regarde. Avec des yeux grands ouverts et grands ébahis, il te regarde. Avec un sourire aux lèvres, tu lui présentes toutes les anciennes BD que tu avais quand tu étais jeune. Des BD de super-héros, des BD des mangas, des BD de plein d'autres choses. Et il regarde dans la boîte avec toi. Il en prend une et il commence à l'ouvrir. Par terre, il la lit et je te regarde. Tu pars et tu vas chercher autre chose. Une petite table de chevet que tu utilisais quand tu étais jeune. Tu vas chercher cette petite table de chevet que tu utilisais quand tu étais jeune et tu la poses par terre. Ensuite, je te vois monter et faire plusieurs allers-retours. Je te demande ce que tu fais. À cet instant-là, je te prends par la main et je vais dans l'autre pièce avec toi. Je vais dans l'autre pièce avec toi, je te prends par la main et je te regarde. Je te demande, tu fais quoi? Tu me regardes avec un sourire, tu surveilles d'un coin discret de la porte si Kyle est en train de regarder les BD. Il est en train de le faire, il est par terre, les jambes croisées, et il lit une BD. Je te demande, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu voudrais redécorer la chambre de Kyle maintenant? À cet instant-là, tu me fais un sourire, les yeux grands ébahis, tu me regardes. Je regarde tes yeux en amande brun, et toi tu me regardes. À cet instant-là, je te demande si tu veux vraiment faire la chambre de Kyle maintenant, et tu redescends tout ce que tu n'utilisais pas, et tu commences à les laver. Tu me demandes d'aller chercher de l'eau et d'aller chercher des lavettes, d'aller chercher des torchons et des vieux essuies, tout ce que je pourrais trouver qui pourrait être nécessaire pour laver. À cet instant-là, Kyle, qui est sur son lit, qui lit une BD, les jambes croisées, assis sur son lit contre le mur. Nous, autour de Kyle, nous sommes en train d'installer une petite chambre. Nous sommes en train d'installer une petite chambre pour enfants. On pose des BD juste à côté de la collection de vinyles. On dit juste à Kyle, en s'asseyant à côté de lui, que de temps en temps, on va venir chercher un. On lui dit, en s'asseyant à côté de lui, que de temps en temps, on va peut-être venir chercher dans sa chambre un vinyle. Il nous regarde et il dit que ce n'est pas grave. Il hausse les épaules et tourne la page qu'il était en train de lire. Il continue sa BD, je prends un vinyle dans la collection et je m'en vais. Tu reviens avec un chiffon, avec un torchon et de l'eau. Tu commences à nettoyer la petite table que tu as mis à côté de son lit. Tu lui déposes une lampe et tu la branches. Tu le regardes, lui, il est plongé dans son univers, plongé dans sa BD. Tu nettoies le lit fortement, avec le chiffon et avec l'éponge que tu as en main, qui est encore mouillée et essorée. Tu nettoies le lit, et ça sent un peu l'humidité. Tu le regardes, tu t'assieds à côté de lui, tu lui enlèves la BD en la prenant délicatement, en lui disant de t'écouter. Il se tourne vers toi et tu lui dis que ça va peut-être sentir l'eau et l'humidité pendant un instant, mais que ça partira ensuite. Ensuite, tu fermes la porte et tu me serres la main. Je te regarde, je ferme la porte et d'un coin de la porte, je regarde s'il est sur son lit. Il est sur son lit, il nous regarde partir, et à cet instant-là, assis contre la porte, contre le mur dans le couloir, tu me regardes et nous avons un enfant. Nous avons un enfant, nous avons trouvé Kyle, qui veut de nous, qui veut être notre fils, et à cet instant-là, je te serre dans mes bras. Je te garde contre moi. Je te garde contre moi, je te serre dans mes bras, et nous restons comme ça un instant dans le couloir. On entend Kyle en train de lire tout bas ses BD sur son lit. Kyle est dans sa chambre en train de lire ses BD à voix basse, et on l'écoute murmurer et chuchoter ce qu'il est en train de lire. Le lendemain midi, on va chez tes parents, Gabriel. Je te regarde et je me lève. À cet instant-là, j'essaye de te bousculer un peu sur le côté. J'essaye de te bousculer un peu sur le côté pour que tu ailles réveiller Kyle. Kyle est dans sa chambre et il est occupé de dormir.
Peut-être qu'il est déjà réveillé. Peut-être qu'il a été réveillé par la lumière du soleil. Je n'en sais absolument rien. Mais je te bouscule un peu et j'essaye de te réveiller. Tu dors. Tu es en train de dormir et tu ne te réveilles pas. Finalement, je me lève, j'enfile le premier jeans que je vois. Quand je mets le premier jeans que je vois, je le mets. Je prends une ceinture sur le côté et je la mets. Je vois le premier t-shirt affalé sur le côté, mis en boule sur une armoire. Je le prends. C'est un t-shirt noir et je le mets. C'est un t-shirt noir, je le mets et je rentre dans la chambre de Kyle. Il est réveillé, assis sur le côté. Je m'assieds à côté de lui et je lui dis que c'est un jour spécial. Il se tourne vers moi, regardant par la fenêtre comme il fait toujours, et il me demande pourquoi est-ce que c'est spécial. À cet instant-là, je lui prends la main et je lui dis « C'est vrai que chaque jour tu restes ici. Tu le sais, ça. » Il me regarde avec attention et il me dit que oui. En gardant sa BD et la page de sa BD en main, je lui dis « Aujourd'hui, on va chez les parents de papa. » Il se tourne vers Gabriel qui est en train de se réveiller. Il regarde par le coin de la porte et par le miroir. Il aperçoit Gabriel qui est en train de se réveiller. Moi, je lui prends la main. Je lui dis de se lever. Je lui dis de s'habiller en vitesse et qu'il nous rejoint dans le salon. Je ferme la porte derrière lui et je dis qu'on va chez les parents de Gabriel. Il peut s'habiller comme il veut, ça m'est égal. Je referme la porte derrière. Je vois que Kyle dépose sa BD et est en train de s'habiller. Quand je ferme la porte, j'entends le bruit de l'armoire qui coulisse sur le côté. J'entends la porte qui se ferme et je l'entends faire tomber une pile de vêtements par terre. Je l'entends un peu râler. Ça me fait sourire, mais sans plus. Ça me fait sourire, mais sans plus, et je continue mon chemin. Je reviens, tu es assis sur le bord du lit et tu regardes par la fenêtre. Tu es en train de te demander si ta famille est fréquentable pour Kyle. À cet instant-là, je m'assieds à côté de toi. Je te tends un t-shirt rouge qui était mis en boule sur le côté d'une armoire. Je te le mets sur les genoux et tu me regardes. Tu me souris, je t'embrasse, je passe mes lèvres sur les tiennes et je te murmure à l'oreille que tes parents sont totalement fréquentables et que ta famille est totalement fréquentable. En me mettant contre toi et en gardant ma main sur ta cuisse, je reste là. Je te dis que si ma famille a réussi à te supporter et que si ta famille a réussi à me supporter, ils supporteront Kyle. À cet instant-là, tu souris et ton visage est éclairé par la lumière du soleil. J'ouvre grand les rideaux et tu te prépares. Tu mets le t-shirt que je t'ai donné. Tu prends le premier jeans que tu vois. Tu mets tes baskets blanches et un jeans noir. Tu descends les escaliers et tu me demandes de venir vers toi quand tu t'es arrêté en bas des escaliers. Tu tiens la rampe avec conviction et tu me regardes. Tu me dis de descendre, je m'assieds au bord des marches et Kyle arrive derrière nous, habillé avec un jeans. Habillé avec un jeans foncé, avec un t-shirt très clair et des baskets orange. Il s'assied. Je regarde Kyle et je lui dis « Kyle, les baskets orange fluo, tu crois pas que c'est trop ?» Il me regarde et il dit « Non, au contraire, c'est stylé. » À cet instant-là, je regarde Kyle, qui vient de me dire que ses baskets orange fluo sont stylées. Je remonte et je lui dis « Mets des autres baskets, s'il te plaît. » Je vois que tu regardes par la fenêtre. Tu évites mon regard et je te demande, en haussant les épaules, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Tu me dis alors, en me murmurant à l'oreille, pour ne pas qu'il se fasse des idées que ses parents se disputent. Pour ne pas que Kyle se fasse des idées que ses parents se disputent, tu me murmures à l'oreille que tu aurais pu peut-être faire abstraction de ses chaussures et le laisser mettre ce qu'il veut. Je te regarde et je te dis en te tirant dans le couloir de l'autre côté, en te prenant par le poignet. Je te regarde et je te dis que des chaussures fluo, orange fluo quand même. Tu me regardes, tu hausses les épaules et tu le regardes redescendre avec des chaussures jaunes fluo. Quand tu le vois redescendre des escaliers avec le même jeans, le même t-shirt et le même sac à dos qu'il a sur les épaules, un sac à dos beige avec des chaussures jaunes fluo, tu me regardes et tu souris. Je te demande pourquoi tu souris et tu me dis tout simplement retourne-toi en frappant mon épaule 2 fois très légèrement. En frappant très légèrement mon épaule 2 fois, tu me dis retourne-toi tout simplement. Je regarde sa tenue, un jeans noir, un t-shirt blanc et je regarde ses baskets jaune fluo. Jaune pétant, jaune fluo, je regarde ses baskets, je me mets devant lui, accroupi. Je commence à rigoler. D'un petit sourire à mes lèvres, ça se transforme en un rire. Finalement, je lui dis qu'il est parfait comme il est.
Il prend son sac et qu'il peut aller choisir les BD qu'il veut, et qu'il peut aller choisir les objets qu'il veut. Je lui dis qu'il peut aller choisir les objets qu'il veut, les BD qu'il veut, et qu'il peut prendre ce qu'il veut dans sa chambre pour pouvoir s'occuper. Finalement, tu me prends par la main, une fois qu'il est descendu avec son sac sur ses épaules, qu'il a mis sa veste et qu'il a ses chaussures, je lui lasse ses chaussures et il s'assied sur une chaise. Il s'assied sur une chaise, je lui lasse ses chaussures, il est prêt avec son sac et avec sa veste. Nous partons, tu me regardes et je mets les mains sur le volant. Une fois sur la route, il regarde par la fenêtre. Le lendemain matin, à 7 heures, je réveille Kyle, qui a l'air perdu. Kyle, qui a l'air perdu, au milieu de toutes ces boîtes, il me regarde. Je te réveille toi et je te secoue un petit peu. Je te secoue un petit peu et je te demande de te lever pour aller voir Kyle, il a l'air perdu. Il est au milieu du couloir et il ne bouge pas, au milieu de toutes ces boîtes sur lesquelles il voit son nom, au milieu de toutes ces boîtes sur lesquelles il voit notre nom, au milieu de toutes ces boîtes sur lesquelles il est écrit salle à manger, cuisine, salon, ou encore la chambre de Kyle, la chambre de Gabriel. Toutes ces boîtes sur lesquelles il est écrit la chambre de Gabriel, toutes ces boîtes sur lesquelles il est écrit atelier, toutes ces boîtes sur lesquelles il est écrit chambre ou encore salon. Il les regarde et il a l'air perdu. Je viens m'asseoir à côté de lui et je lui dis que c'est simplement un déménagement. Il se retourne vers moi et il dit un déménagement. D'un air triste, il me regarde et il me dit « On va déjà partir ?» Je lui dis que non, on ne va pas déjà partir. Je hausse les épaules et je le regarde. Je regarde Kyle et je m'assieds dans les escaliers avec lui. Tu prends une boîte et tu passes à côté de nous. Je lui explique qu'on ne déménage pas, qu'on ne va pas déjà partir d'ici, mais qu'on va simplement dans une maison plus grande. Il me regarde avec un air enjoui, et à cet instant-là, il me dit « Une maison plus grande ?» et il me pose des tas de questions. Est-ce qu'elle est blanche? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est au milieu de nulle part? Est-ce qu'on aura des voisins? Il me demande même s'il y aura des enfants. Je lui dis que je n'en sais rien, que le seul moyen de le savoir, c'est d'y aller. Alors il commence à faire ses affaires, et sort tous ses vêtements qu'il commence à lancer par terre. Il les sort de l'armoire et les fait tomber. Il les laisse tomber en boule, et je lui dis de commencer à les prendre un à un, à les plier et à les mettre dans une boîte. Gabriel, toi tu apportes une boîte et tu la mets dans sa chambre. La boîte est un peu plus grande que lui, et il range alors les vêtements. Un à un, il les plie. Il les dépose sur son lit et commence à les plier. Il les met dans la boîte, et je lui donne un feutre noir. Je lui dis à la fin, quand tu auras terminé de tout ranger, tu écriras ton nom sur toutes les boîtes. Il nous regarde et nous rejoint en bas. Il nous dit que c'est bon et on monte avec lui. Quand il nous a dit que c'est bon, on monte avec lui. On ouvre la porte et quelque chose coince la porte. C'est une boîte qui n'a pas été remplie, mais certes dans laquelle il y a 2-3 livres. Je prends ces 2-3 livres et je regarde. Un roman noir, un dictionnaire et les fleurs. Il y a un livre qui s'appelle Les fleurs. Je regarde et je lui demande c'est quoi. Il me demande et il me dit tout simplement. Je lui demande qu'est-ce que c'est les fleurs et il se met devant moi. Il prend le livre en tendant le bras juste devant moi. Il dit que ça ne s'appelle pas les fleurs mais que j'ai le pouce sur la moitié du titre. Je rigole, je souris et je me mets devant lui. Comme j'ai le pouce en tenant le livre qui est sur la moitié du titre, il me regarde et il me dit ça s'appelle Les fleurs du mal. Je regarde le roman noir qu'il est en train de lire et je lis le résumé. Soudainement, il se retourne vers le fait que je suis en train de lire le résumé. Je suis en train de lire le résumé du livre qu'il a lu, le roman noir. Il se retourne vers moi, s'accroche à ma jambe et me dit « Tu ne vas pas me gronder parce que j'ai un roman noir ?» À cet instant-là, je m'assieds par terre et je me mets à côté de lui. Je dépose le livre, je prends les fleurs du mal et je les pose au-dessus du livre que j'ai en main. Je dépose le livre par terre et je lui dis de s'asseoir devant moi. Il croise les jambes et se met juste devant moi, assis contre la boîte. La porte est grande ouverte et toi tu viens t'asseoir à côté de lui. Tu viens t'asseoir à côté de lui, tu te mets à côté de lui en passant ta main dans son dos et en lui faisant des caresses le long de la colonne vertébrale dans le dos. Il te regarde, il a l'air rassuré et il commence à sourire. Je lui dis que je ne vais pas le gronder parce que moi-même je lis des romans noirs. Je lui dis que je ne vais pas le gronder parce qu'il lit des livres et des romans noirs. Je lui dis qu'il peut lire ce qu'il veut, des BD autant que des romans, des livres compliqués autant que simples, et il me regarde et continue à emballer ses livres. Quand il continue à emballer ses livres,
Moi, je pense alors soudainement à la bibliothèque en bas. Je pense à la bibliothèque en bas et je me tourne vers toi. Je te murmure à l'oreille et te chuchote qu'il faut descendre à la bibliothèque, vider tous les livres et prendre plusieurs caisses qui sont vides, dans lesquelles on remplira et dans lesquelles on écrira livres. Tu descends et tu commences à vider tous les livres. Tu commences d'abord par les plus grands, comme par exemple les biographies ou alors les albums. Comme par exemple les biographies, les albums ou alors les romans. Tu prends les grands romans, les romans noirs, les biographies, les albums, et tu les mets tous dans une boîte assez grande. Je prends alors toutes les boîtes les plus imposantes d'abord et je les dépose dans le camion. Toutes les plus petites seront installées dans notre voiture. À la fin du déménagement, tout le monde nous a aidés. On remercie tout le monde et tout le monde part. C'est le soir, tout le monde s'en va. Je remercie tout le monde et le camion démarre. À la fin, nous avons mis la dernière boîte dans la voiture. Je vois que Kyle rentre à l'arrière avec sa boîte qu'il tient en main. Je lui demande ce que c'est, et il dit que c'est le roman noir et les fleurs du mal. Je le regarde, et il est écrit « Les livres les plus importants » sur cette boîte. Sur cette boîte, il est écrit « Les livres les plus importants ». Je souris, il se met à l'arrière, la boîte est toute légère, et je commence à conduire. Lorsqu'on a emménagé dans la maison, la famille Gabriel est venue nous voir. La famille Gabriel est venue nous voir lorsqu'on a emménagé dans la maison. À cet instant-là, ils se mettent tous au bord de la table. Ils ne sont pas encore assis, mais ils se mettent tous au bord de la table. Ils s'asseyent les uns après les autres, déposant des plats sur la table. Tous. Tous déposant des plats sur la table, et ils s'asseyent. Et regardent. Il y a des millions de boîtes autour d'eux, des centaines de boîtes. Il y a des centaines de boîtes autour d'eux partout. Personne n'y prête attention, mais tout le monde sait que tout le monde va aider à la fin. Il y a des plats qui sont posés sur la table, des plats, des repas, que tout le monde a fait. Je regarde ma mère et je lui serre la main. Je lui dis que c'était très gentil de venir avec à manger, mais que ce ne sera pas nécessaire. Elle me dit « Tu plaisantes ou quoi ? Il y a beaucoup à déplacer. » Je regarde la maison et je fais le tour, en regardant partout. Je regarde toutes les fenêtres autour de moi. J'ouvre la porte, dehors, et je regarde. Je rentre à l'intérieur d'un seul pas. D'un seul pas, comme je suis sorti et comme j'ai regardé dehors, je rentre à l'intérieur d'un seul pas. Je me recule et je vois ma sœur qui me regarde. Ma sœur dépose alors un plat et une boîte sur la table. Je lui demande ce que c'est. Elle me dit alors « Chut, c'est un cadeau ». Quand elle me dit « Chut, c'est un cadeau », je me demande alors ce que c'est, évidemment. Elle ne se pose pas la question que peut-être je me demande ce que c'est, et elle dépose juste la boîte et dépose le plat. Elle me demande alors, avec un papier en aluminium et un plat qu'elle a en main, où se trouve la cuisine, et je lui réponds un peu plus loin le couloir à droite. Je la vois marcher, accrocher son manteau en même temps, et déposer la boîte sur le bord de la cuisine, sur une table. Il y a une table en bois au milieu sur laquelle tout le monde a mis les plats. Les uns après les autres, je vois que tu es en train de les prendre. Ma mère va alors prendre son plat en verre et met une feuille d'aluminium juste au-dessus. Ma mère qui dépose tendrement et délicatement une feuille d'aluminium au-dessus de son plat en verre. Elle le prend et me demande où est la cuisine. Comme ma sœur, je lui réponds tout au fond du couloir. Elle suit ma sœur et elle accroche son manteau, sa veste, son pull et son sac au porte-manteau. Je vois un homme qui passe que je n'ai pas l'air de connaître. Je demande qui il est et il dit qu'il est le voisin. Il rentre sans même se demander s'il pouvait rentrer. Sans même se demander s'il pouvait rentrer, il rentre et il s'installe à une chaise. Il croise les jambes, me regarde avec son impair noir. Avec son impair noir et son haut de forme, il me regarde, il s'installe sur la chaise, avec son grand manteau noir et son chapeau noir, il me regarde. Celui-ci est une horloge qui dépasse délicatement de sa poche de son manteau. Il prend alors un livre noir d'une couverture noire en cuir, et il l'ouvre. Il commence à écrire tout ce qu'il voit un peu, et je demande à l'homme ce qu'il fait en m'asseyant sur la chaise à côté de lui. Je prends une chaise à la table, je m'assieds à côté de lui, je lui demande ce qu'il fait. Il dit qu'il s'occupe de cette maison, notamment plus du quartier et de toutes les maisons. Je le regarde et je commence à discuter avec lui. Lui ne me regarde pas, il est figé dans ses écritures.
Il essaye d'écrire et est concentré sur ce qu'il écrit. Il est concentré sur ce qu'il écrit, concentré sur ses écritures, figé sur ce qu'il fait. Il n'y a que son bic qui bouge, son bras tient le livre fermement, et il est appuyé contre la chaise. Il est appuyé contre la chaise et contre le dossier de la chaise. Il me regarde, il dit qu'il s'occupe de cette maison. Je regarde le toit de la maison, je regarde les fenêtres, je regarde les murs, je regarde les personnes qui déplacent les meubles et qui déplacent et rentrent et sortent les boîtes à l'intérieur de la maison. Je lui dis comment ça vous vous occupez de cette maison. Il dit qu'il est l'ancien propriétaire. Alors je le regarde et je lui dis que si c'est vous l'ancien propriétaire, c'est à vous que je dois m'adresser s'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison. Et il me regarde et le seul mot qu'il me dit c'est exact, prenant son horloge et regardant l'heure. Prenant son horloge dans sa poche, accrochée à une petite chaîne, il regarde l'heure. Il appuie sur un bouton sur le côté, un mécanisme se met alors en route. J'entends le bruit d'un engrenage qui sort et qui fait le bruit de l'aiguille des secondes. Il y a un engrenage qui fait un petit bruit, comme le bruit de l'aiguille des secondes. Je regarde l'homme partir et referme la porte derrière lui. Il s'assied sur une chaise dehors et regarde tout le monde qui rentre et qui sort des boîtes. Il regarde tout le monde qui sort et qui rentre des boîtes. Un peu plus loin, il rentre dans une autre maison, demande à la jeune femme, je n'entends pas la conversation, mais il demande à la jeune femme s'il peut rentrer. La jeune femme lui ouvre et c'est peut-être la même chose qui s'est produit. Je le regarde et finalement l'homme garde son carnet avec lui. Ensuite, il s'en va dans plusieurs autres maisons, faire peut-être toujours le même cinéma. Le soir vient où j'installe les derniers meubles. Le soir vient où j'installe les derniers meubles. Gabriel est parti se coucher plus tôt que prévu. Je l'ai entendu monter les escaliers. Je retrouve alors des choses que je pensais disparues depuis longtemps dans les boîtes. Je sais que Gabriel dort parce qu'il est parti se coucher depuis longtemps, et que sa famille a été là et que ça a été éprouvant pour lui. Il est parti se coucher et dort déjà. Je le rejoindrai plus tard. Pendant ce temps, je vais voir à la porte de la chambre de Kyle et il dort. Je m'installe sur un fauteuil et je regarde Kyle dormir. Finalement, je me lève du fauteuil. Je dépose ma veste sur ce fauteuil dans sa chambre. Je prends un vinyle calmement et je regarde. Je regarde Kyle. Je l'observe pendant quelques secondes. Ensuite, je lui pose un baiser. Ensuite sur le front. Je lui souhaite bonne nuit. Je referme la porte derrière. Je marche avec le vinyle en main et je reviens dans le salon. Je commence à ranger les boîtes, à les ouvrir avec un cutter. Je range les ciseaux, les couteaux là où il n'aura pas accès. Je range les couteaux, les ciseaux là où il n'aura pas accès. Kyle est en train de dormir. La maison est vraiment très sombre. Les lampes sont allumées, mais la maison est quand même très sombre. Elle est silencieuse plus qu'autre chose. Je m'assieds un instant avec une boîte ouverte qui n'avait pas l'air d'avoir été fermée. Je regarde un livre que j'avais lu quand j'étais adolescent. Je retrouve mon ancien GSM quand j'étais adolescent. Je retrouve plein de choses de quand j'étais jeune. Je retrouve des vieux carnets, des vieux livres, des vieilles feuilles sur lesquelles j'avais écrit des mots. Je retrouve aussi un vieux CD. Je retrouve un vieux CD et un vieux DVD du film L'Exorciste. Je retrouve un vieux DVD du film L'Exorciste. Je regarde avec le lecteur DVD en dessous de la télé s'il fonctionne, et je mets alors le CD. Seulement celui-ci ne fonctionne pas. La présentation de l'exorciste n'arrive pas. Je commence à entendre de plus en plus légèrement. De plus en plus légèrement, je reste assis par terre. Je reste assis par terre et j'entends légèrement la musique de l'exorciste. J'entends la musique du film L'Exorciste très légèrement. Mais cela, c'est très faible, assez faible pour que quelqu'un de sourd ne l'entende presque pas. Assez faible pour que quelqu'un qui dorme ne puisse pas l'entendre, assez faible pour que même un sourd ou un aveugle ne puisse pas l'entendre. Je regarde la télé. La télé est posée sur une grande table en bois. La télé est posée sur une grande table en bois, et je n'entends presque pas la musique de l'exorciste. Je retire le CD, effectivement il ne fonctionne pas. Je rigole et je dis même un aveugle ne pourrait pas entendre, même un sourd ne pourrait pas voir. À cet instant-là, je me pose, je prends la boîte avec moi. Je lis les anciens mots que j'avais.
Je lis les anciens mots que j'avais. Je range tout ce que j'ai encore à ranger. Des livres, des meubles à monter. Des meubles à monter que je dépose défaits et démontés sur le côté. Je dépose un post-it sur lequel il est écrit. Je dépose un post-it dessus sur lequel il est écrit. Je les montrerai demain avec Gabriel. Je m'assieds alors sur le côté, sur un fauteuil en cuir. Il y a un fauteuil en cuir noir un peu abîmé qu'on a gardé depuis très longtemps, qui règne dans la famille. Ce fauteuil en cuir noir, on l'a gardé depuis longtemps, il règne dans la famille depuis des décennies. Il est dans cette maison aujourd'hui, et je regarde alors la télé. Finalement, je tourne les yeux sur le côté, vers le DVD de l'exorciste. Je tourne les yeux vers le DVD de l'exorciste, je le reprends et j'essaye, encore une fois. Je pose le CD au-dessus et je le range à l'intérieur. Je le pousse à l'intérieur dans le lecteur DVD. Et je regarde la télé qui s'allume. En fait, il n'était pas cassé. Il n'était pas cassé et je repense à ce que j'ai dit. Je repense à ce que j'ai dit quand le CD était cassé, que même un aveugle ne pourrait pas le voir, et même un sourd ne pourrait pas entendre la musique qui était tellement faible. En fait, le volume était simplement tellement bas, et la télécommande était par terre que je ne pouvais pas la voir. Et il y avait trop de lumière. Il y avait trop de lumière avec les grands lustres juste au-dessus, entre les escaliers. Entre les escaliers qui vont du 3e jusqu'au 4e étage, il y avait trop de lumière qui éclairait l'écran, donc je ne pouvais pas voir. Le film commence, je m'installe, Gabriel descend. Quand Gabriel descend, il s'installe à côté de moi, il me regarde et il me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je me retourne vers lui et je lui ai dit « J'ai retrouvé le film L'Exorciste dans les boîtes et quelques mots que je t'avais écrits quand j'étais adolescent. » Il regarde les mots en même temps que moi je me mets contre lui et que je regarde le film qui commence. Les lumières s'éteignent et les lustres commencent à devenir de plus en plus pâles. La lumière à l'intérieur commence à devenir de plus en plus dédaigneuse et de plus en plus grise. Le soir commence à prendre place et Kyle est en train de dormir dans sa chambre. La porte de Kyle est ouverte. Il dort paisiblement. Il dort paisiblement, la porte de Kyle est ouverte, de sa chambre. Je regarde à l'intérieur et toi tu fais couler l'eau. Je vois que tu fais couler l'eau et que la douche est ouverte aussi. Il y a de la vapeur d'eau qui s'émane de la douche et qui rentre dans le couloir. Tu me fais signe, tu es torse nu, et tu enlèves ton jeans devant moi, la porte ouverte. Kyle est en train de dormir, je te fais signe de faire chute en silence, et alors tu fais couler l'eau. Un peu plus fort, certes, mais cela ne fait pas beaucoup de bruit et n'a pas l'air de le déranger. J'arrive, je ferme la porte et je te garde contre moi. Je pose ma tête sur ton épaule et je te murmure à l'oreille en te chuchotant à l'oreille, en te murmurant à l'oreille. En gardant ma tête sur ton épaule, je te regarde et je te dis « Est-ce qu'on n'est pas beau à deux ?» Devant le miroir, tu me regardes et tu te retournes vers moi. Tu m'embrasses et tu me plaques contre le mur. Tu me plaques contre le mur, tu m'embrasses et tu passes tes mains le long de mon corps. Tu me donnes alors une serviette que j'entoure autour de mon bassin. Une serviette que je passe autour de mon bassin et tu me pousses à l'arrière de la douche. Tu me pousses dans la douche à l'arrière contre le mur. Contre la vitre, j'arrive à voir ton corps transparaître. J'arrive à voir ton corps transparaître contre la vitre, et toi qui me tiens les mains. Fermement, tu es tout contre moi. Tu me gardes contre le mur, contre la vitre, et tu m'embrasses. Tu me murmures à l'oreille que tu m'aimes et que cette maison est la nôtre, que Kyle est en train de dormir. Je m'installe et je me mets par terre. Je me mets par terre dans la douche, je m'installe, je croise les jambes, je redresse mes jambes contre moi. Une fois assis par terre, je redresse mes jambes contre moi. Tu t'assieds à côté de moi et l'eau continue à couler sur nous deux. Nous sommes trempés, nous sommes mouillés. Nous sommes mouillés et trempés, l'eau continue à couler sur nous deux. Tu te tiens nu devant moi et je me tiens nu devant toi. Nous sommes assis par terre et je te parle, et je te dis tout simplement, est-ce que ce n'est pas merveilleux d'avoir un enfant, Kyle, qui dort dans sa chambre, et toi qui es avec moi dans cette maison énorme, qui est maintenant la nôtre. On essaye de se souvenir alors de plusieurs choses, comme par exemple notre ancien appartement. On se souvient de notre tout premier appartement. On se souvient du tout premier appartement dans lequel on a vécu quand on était jeune, ce loft qu'on avait, à deux. On se souvient de ce loft qu'on avait à deux, un loft qu'on avait acheté, à deux par nos propres moyens. Par nos propres moyens, on avait acheté un loft à deux, on s'en souvient.
On revoit les images passées, comme si c'était un flashback. Comme si c'était un flashback ou alors comme si les images étaient dans notre GSM. Je prends mon GSM et je regarde. Je regarde encore les photos de notre ancien appartement. Je me demande pourquoi est-ce qu'il y avait des photos de mon atelier. On sort de la douche, nous sommes trempés. Je vois que tu t'essuies à côté de moi et moi je m'essuie. Je m'essuie en regardant mon corps. Je m'essuie en regardant mon corps nu devant le miroir. Quand je m'essuie en regardant mon corps qui est nu devant le miroir, tu viens à côté de moi et tu te mets contre moi. Tu me regardes et me murmures à l'oreille, est-ce que ce n'est pas merveilleux cet enfant qui dort là-haut? On essaye de l'entendre et on se tait pendant un instant. Je plie la serviette et je mets le premier boxer que je vois sur le côté. Il y a un boxer noir que je mets et ensuite je prends le premier jeans que je vois, que je mets, qui était plié sur le côté. Je mets le premier t-shirt que je vois, habillé, je sors et tu viens à côté de moi. On marche et on s'installe juste à côté de la chambre de Kyle. Il dort, il est en train de dormir, sa chambre est silencieuse. Je vois que tu as oublié de fermer l'eau. Je commence à marcher le long du couloir et je vais fermer l'eau. L'eau arrête de couler. La chambre, le couloir, le deuxième étage. Le deuxième étage est silencieux. La salle de bain est silencieuse. Je vais chercher nos deux GSM, je te donne ton GSM. Toi, tu regardes les photos de ton atelier. Tu regardes les photos de tout ce que tu avais à acheter. Parce que dans ton GSM, tu avais encore une photo de plein de choses à acheter. De l'encre de Chine, des plumes de bambou en Chine. Tu avais encore des choses que tu devais acheter dans ton GSM pour ton atelier. Des choses que tu prenais en photo quand tu partais de l'autre côté de la rue. Quand tu partais de l'autre côté de la rue, que tu marchais seul et que tu me disais que tu partais tôt le matin, c'était à 7 heures pour aller dans un magasin d'art. La vendeuse était très sympathique. Tu me disais toujours en revenant que la vendeuse était très sympathique et très familière. Ensuite, tu prenais des photos de tout ce que tu avais besoin. De l'encre de Chine noire, ou alors encore de lait colline de couleur rouge, bleu, vert ou encore jaune. Et toi, tu faisais tes toiles en attendant et tu prenais des photos de tout ça. Tu prenais des photos de tout ça, comme par exemple de l'encre de Chine ou alors des plumes en bambou pour l'encre de Chine, pour dessiner à l'encre de Chine. Les écolines, tu les avais pris en photo, mais tu ne les as jamais achetées. Tu étais parti là-bas plusieurs fois prendre en photo des choses que tu devais acheter, mais tu ne les as jamais prises. Dans le salon, je regarde les lustres. Je regarde les lustres dans le salon, il y en a 3. Je regarde les 3 lustres dans le salon. Ceux-ci tremblent un peu. Ceux-ci tremblent un peu parce que dehors il y a un orage. Il y a un orage qui gronde fort, assez fort pour faire trembler les 3 lustres. À l'intérieur dans le salon, je suis tout contre toi, allongé sur le fauteuil. Je regarde les 3 lustres qui sont éteints, et je regarde les lumières autour de nous, les petites lumières et les lampes sur les côtés qui sont allumées. La maison est un peu plongée dans l'obscurité. La maison qui est un peu plongée dans l'obscurité. Je la regarde attentivement. Je vois que les 3 lustres au-dessus de nous sont en train de trembler. Je vois qu'ils tremblent, je vois qu'ils bougent, et je regarde les 3 lustres. Toi, tu te mets un peu plus près de moi. Tu gardes mon visage contre le tien. Tu mets ton visage contre mon épaule et tu restes contre moi. Tu mets ta main sur mes pectoraux. Ensuite tu mets ta main sur mon ventre. Tu te resserres contre moi et tu me resserres contre toi. Tu prends ta main que tu mets dans mon dos. Quand tu prends ta main que tu passes dans mon dos, tu me caresses lentement le dos comme si j'étais un chat. Comme si j'étais un chat ou comme si j'étais un chien, tu me caresses légèrement le dos. Quand tu me caresses légèrement le dos, tu repasses ta main sur mon ventre et tu me serres très fort contre toi. Tu regardes les 3 lustres exactement comme je les ai regardés et tu dis que je n'ai pas à m'inquiéter. Tu ouvres la porte, il pleut. Il pleut vraiment très fort, aussi fort que quand on était dehors la nuit. Aussi fort que quand on était dehors la nuit et qu'on a marché dans les plaines et dans les vastes étendues noires et qu'on est allé jusqu'à cette rivière. Il pleut aussi fort. Tu dis alors, en me faisant un signe, avec la porte ouverte, tu me dis en me faisant un signe de la main, de quitter le fauteuil et de venir.
en pointant du doigt l'entrée, en pointant l'entrée du doigt et la grille. Tu me regardes et tu dis on va aller s'asseoir à l'entrée. Je me recule d'un pas en arrière. Je me recule d'un pas en arrière en m'appuyant sur ma chaussure, en m'appuyant sur ma basket blanche, mes Nike Air. Je m'appuie en arrière sur le pas dont j'ai reculé. Tu me regardes et tu me tiens le poignet, tu me tiens la main et tu le serres très fort. Tu me chuchotes à l'oreille que je n'ai rien à craindre, que c'est seulement de l'eau, c'est seulement de la pluie, et je vais m'asseoir avec toi, juste à l'entrée. 2 personnes passent, ça a l'air d'être un couple d'amoureux. Ça a l'air d'être une femme avec de longs cheveux noirs et un homme qui est en train de la suivre. Peut-être que cet homme c'est son copain ou son amoureux. Celui-ci tient un GSM, un smartphone avec une lampe allumée, parce qu'il fait tellement sombre dehors qu'ils ont besoin de la lampe de leur GSM. La jeune femme a son smartphone dans sa main. Elle a son smartphone dans sa main, son GSM qui est allumé, et je peux apercevoir d'ici son fond d'écran. Je fais signe à la jeune femme, et toi, tu ne réagis pas. Tu réagis uniquement en me serrant la main et en me chuchotant à l'oreille. Tu réagis uniquement en me serrant la main et en me disant de ne pas faire ça. Alors je demande à la jeune femme et au jeune homme de venir. Ceux-ci se posent devant moi. Ils s'asseyent alors par terre, devant moi, se mettent accroupis, et je leur demande s'ils peuvent faire une photo avec leur GSM. Les deux se reculent, les deux hommes se reculent, et à cet instant-là, quand les 2 hommes se reculent et que la jeune femme prend une photo, elle prend une photo de nous 2. Je la rejoins et je lui demande, en lui envoyant mon numéro de GSM, je lui demande si elle peut nous envoyer la photo. Une fois rentrée à l'intérieur de la maison, quand son copain est parti, je vois que la jeune femme suit son copain sur la lignée du chemin. Sur la lignée du chemin, elle suit son copain, et elle arrive tout au bout. Elle m'envoie la photo. À l'intérieur, je vois que mon GSM vibre et je remarque une photo qui est apparue sur l'écran. Je la remercie en lui envoyant mon numéro de GSM et je lui dis qu'elle pourra passer la prochaine fois. Plus tard, quelques semaines plus tard, j'arrive et tu es sur le fauteuil. Tu ne te demandes en aucun cas ce que j'ai dans les mains. Tu ouvres alors ce que j'ai dans les mains, le cadeau. Tu ouvres le cadeau que j'ai dans les mains. Tu déchires le papier et tu le poses par terre. Tu les jettes par terre, les papiers. Tu les déchires et tu regardes. C'est un cadre qui a été soigneusement encadré. Un cadre noir. Avec la photo de nous 2, sous la pluie, trempés. Avec ces 2 hommes qui sont venus s'asseoir à côté de nous et qui nous tiennent compagnie assez souvent dans la maison. Le couple qui était parti et qui avait leur GSM en main était resté là un instant. Ils étaient restés là un instant, un soir, pour nous tenir compagnie. Depuis, cette photo est accrochée dans l'entrée. Et chaque fois qu'on entre dans l'entrée, il y a une vitre sur le côté, posée contre un mur. Posée contre un mur, il y a une vitre qui est posée contre un grand mur de 4 mètres sur 4 mètres. Ce mur de 4 mètres sur 4 mètres, dessus, il y a une vitre qui est posée, avec un petit marqueur noir qui pend. Chaque jour, quand le couple avec la jeune femme aux cheveux noirs, et chaque jour, quand le jeune homme vient nous rendre visite avec cette jeune femme, ils écrivent un mot sur la plaque en verre. Ensuite, il y a les 2 hommes. Il y a les 2 hommes qui viennent nous voir souvent, qui habitent dans la maison en face. Ces 2 hommes qui habitent dans la maison en face viennent nous voir souvent. Eux, en entrant, ils déposent leur veste, déposent leur manteau, leur casquette, entrent et déposent leur GSM sur la table après avoir écrit un mot sur la vitre. Chaque soir, quand on rentre, maintenant, je sais qu'on est allé s'asseoir. Je sais chaque soir quand on rentre qu'on est allé s'asseoir devant la porte et qu'on a attendu sous la pluie, qu'on était trempés, qu'on a demandé à un couple très sympathique de prendre une photo de nous pour pouvoir l'encadrer et la mettre dans l'entrée. Je sais aussi désormais, quand je regarde cette photo, que grâce au flash qui est resté coincé dans un coin de la vitre Je sais désormais que quand je regarde cette photo, que grâce au flash qui est resté coincé sur la pellicule de la photo dans un coin du cadre, je sais désormais que ce couple viendra toujours nous voir. Un soir,
ils ont oublié une casquette uniforme chez nous. Le jeune homme est revenu sans sa femme. Le jeune homme qui est revenu sans sa femme, sans sa compagne, a été rechercher sa casquette. Il a été rechercher sa casquette qui était sur le porte-manteau, une casquette noire uniforme. Ensuite, le deuxième jour, l'un des deux garçons qui vivent en face de chez nous, reviennent alors chercher une casquette aussi qu'ils avaient oubliée. L'un vient rechercher sa casquette grise qu'il avait oubliée chez nous. L'autre vient rechercher son chapeau, un chapeau en tissu, avec une liane. Il vient rechercher son chapeau en tissu, avec une liane en daim. Il vient donc rechercher sa casquette grise, avec son chapeau, avec une liane noire en daim qui passe tout autour et qui forme une ligne noire. Il vient rechercher son chapeau en tissu gris, et ils repartent tous les deux avec un haut de forme en main, une casquette grise et un chapeau gris. Je sais alors, à cause d'un flash et à cause d'une perte, qu'on a deux voisins extraordinaires qui sont à côté de nous. Aujourd'hui, en rentrant, je vois cette photo dans l'allée. Dans l'entrée de la porte, dans l'entrée de la maison, juste devant la porte. Aujourd'hui, je vois cette photo, et je sais que tu m'attends accroupi, avec Kyle sur le fauteuil. C'est à cette grande maison blanche, à la 669 Porterline Avenue. C'est à cette grande maison blanche, à la 669 Porterline Avenue, que désormais, je vis seul avec Gabriel, et que Gabriel vit seul avec moi. Peter et Gabriel parlent, et Gabriel lui dit que la toile s'appelle Eleven. Elle s'appelle 11 parce que, pour Peter, en tant que peintre architecte, il part toujours du numéro 11. Le numéro 11, c'est son point zéro duquel il part quand il fait quelque chose. En tant que peintre architecte, Peter part toujours d'un point zéro qui est le numéro 11. Donc la toile de Gabriel s'appelle Eleven. Un soir, à trois dans le fauteuil, Gabriel demande alors à Kyle ce qu'il veut faire plus tard. Il dit que lui, il est peintre architecte. Donc c'est-à-dire qu'il lui explique qu'il dessine des meubles. Gabriel explique à Kyle qu'il dessine des meubles et que les gens les achètent. Ils achètent les croquis, les esquisses, et qu'ensuite ils les mettent dans des cadres, les accrochent chez eux comme des toiles. C'est ça un peintre architecte qu'il explique à Kyle. Kyle se tourne alors vers Peter. Peter lui explique qu'il est tout simplement peintre fusain et encre de Chine. À cet instant-là, Kyle se pose par terre et Peter lui explique qu'il est peintre encre de Chine et fusain. Et il lui dit que c'est une forme d'art et une manière de faire de l'art, tout simplement. Kyle se tourne vers Peter et se tourne vers Gabriel. Il regarde ses deux parents. Il regarde Gabriel et il regarde Peter. Kyle, qui regarde ses deux papas, se dit alors que dans sa tête, lui, plus tard, ce qu'il veut faire comme métier, c'est peintre de bâtiments, pour pouvoir peindre les bâtiments que dessinera son papa et pour pouvoir peindre comme son père. C'est alors que Gabriel et Kyle montent dans sa chambre pour aller le coucher. Quand Gabriel et Kyle montent dans sa chambre pour pouvoir aller le coucher, Peter, qui vient et qui arrive derrière Gabriel, repose une dernière fois la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Gabriel répond qu'on lui a déjà posé la question. Mais Kyle, qui insiste sur ce qu'il veut faire, dit que ce n'est pas grave et dit alors à Peter qu'il voudra faire peintre de bâtiments pour pouvoir peindre sur les bâtiments comme dessine son père, comme dessine son papa, pour pouvoir peindre sur les bâtiments comme dessine son papa et pour pouvoir peindre comme son autre père.